Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce 7e comité de suivi du Ségur du numérique en santé. Alors ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que là les derniers arrivants se connectent, je vous passe cette slide-là qui vous indique à la fois, s'il vous plaît, de couper votre micro quand vous n'intervenez pas, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat là pour les poser, on y reviendra en fin de séance. Et pour finir, on enregistre cette session, donc ceux qui ne souhaitent pas apparaître, coupez votre caméra pour avoir le replay qui sera diffusé ensuite sur le site de l'Agence du numérique en santé. Bon, écoutez, il y a déjà plus de personnes connectées que lors du dernier comité de suivi, donc ce que je vous propose, c'est que du coup, on démarre. Alors, l'ordre du jour qu'on vous propose, c'est le suivant. On va passer quelques slides sur le rappel des ambitions du Ségur et puis un petit point de situation. Donc, il y a 5 slides sur cette première partie. Ensuite, le gros du comité de suivi, ça va être sur le dispositif SONS, où on va faire un point de situation sur la vague 1, la vague 2, le sanitaire, le médico-social. Donc voilà, c'est le cœur du sujet avec une trentaine de slides. Ensuite, on a 3 slides pour faire des rappels et un petit point sur les usages numériques. Et puis finalement, on vous donnera les prochains points de rendez-vous. Je rappelle, merci à tous de couper les micros parce qu'on vous entend sinon. Donc du coup, je démarre sur quelque chose qui normalement est un rappel pour tout le monde, l'ambition du Ségur du numérique en santé. Notre phrase clé, c'est la généralisation et le partage fluide et sécurisé des données de santé, à la fois entre professionnels de santé et avec l'usager, pour mieux prévenir et mieux soigner. Alors, au cœur de dispositif, une plateforme, Mon Espace Santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d'une vision consolidée de son parcours. Juste, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous couper votre micro, parce qu'on entend les petits échos. Et donc, l'usage de Mon Espace Santé pour partager avec le citoyen ces documents. Une ambition en rupture, quand on lance le programme, on démarre avec 6 millions de documents échangés avec la plateforme à l'époque qui s'appelle le DMP en 2021. Et puis l'ambition à la fin du programme, c'est d'atteindre 250 millions de documents échangés par an, en rythme manuel, comme on dit, avec Mon Espace Santé et puis la messagerie sécurisée de santé. Des moyens historiques, vous le savez probablement tous, 2 milliards d'euros, dont 1,4 sur le secteur sanitaire et 600 millions sur le médico-social, à noter qui est intégralement financé par le plan de relance européen. Alors, la stratégie, on va aller très vite là, on va éviter les end slides. Rappelez juste comment on la met en œuvre. Donc, il y avait un peu un préalable qui était la généralisation de Mon Espace Santé par opt-out. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par opt-out? Ça veut dire que tous les citoyens désormais, sauf ceux qui sont opposés, et donc c'est très peu, c'est quelques pourcents à date, donc l'immense majorité des citoyens aujourd'hui disposent d'un profil Mon Espace Santé. Ensuite, dans un temps 2, l'objectif, c'est celui que j'ai dit juste avant, c'est atteindre cette masse critique de documents, c'est faire en sorte qu'on ait un envoi systématique d'une copie numérique pour que chaque patient dispose de cette copie numérique dans son profil Mon Espace Santé. Et puis ensuite, et c'est le temps qui est un petit peu plus devant nous, c'est faciliter l'intégration de cette information dans tous les logiciels médicaux des professionnels de santé. Et donc là, on active 2 leviers, essentiellement, à travers ce Ségur. Un levier qui est plutôt du financement, avec la mise à jour des logiciels, la vague 1, la vague 2, on va revenir dessus. Et puis, la transformation. On sait que derrière, en fait, ces usages du numérique, c'est pas direct. C'est un coût pour tout le monde, c'est une transfo, donc à la fois pour les professionnels, je pense aussi à l'hôpital. Et puis, on a le levier réglementaire. Là également, 2 axes. Le premier, c'est rendre opposable ce parcours de soins numériques avec un premier pas qui a été déjà fait. Donc, un premier a été pris en application de cet article-là, le L111115, qui vient définir en fait quels sont les premiers documents obligatoires dans ce parcours de soins. Et puis un deuxième, un petit peu le symétrique pour les logiciels, c'est l'opposabilité des référentiels techniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on rend opposable un certain nombre de composants, de services socles essentiels à ce parcours de soins numériques. Alors, si on rentre dans le détail, je dirais, quantitatif, là, sur notre indicateur clé, sur l'alimentation de Mon Espace Santé, on a connu là, ce dernier mois, là, au mois de mars, la plus forte accélération. Donc, on est aujourd'hui vraiment un moment charnière et on a vraisemblablement atteint environ 50% de la cible. Donc, ce qu'on peut dire avec ces 50%, c'est qu'on est plutôt sorti de ce qu'on pourrait appeler l'échec ou en tout cas
le DMP qui était très critiqué pour être vide, avec très peu de DMP ouvert. Donc ça, je pense qu'on en est sorti. Maintenant, ce n'est pas encore un succès. Hein. On n'est pas encore arrivé à l'atteindre. On n'est pas d'ailleurs au moment de faire le relevé des compteurs, hein, qui est fin 2023. Donc voilà, mais on sent que pour ceux qui font des maths, là, on est probablement au plus haut du dispositif en termes d'intensité. Et après, la courbe devrait se réécraser un petit peu dans les mois qui arrivent, plutôt vers la fin de l'année. Alors après, si on regarde plutôt de manière qualitative le ressenti sur le terrain, là, hein, en ce moment, là, quand on est un peu au cœur du réacteur, on a du côté des patients déjà là 12% des patients qui ont activé leur profil Mon Espace Santé, donc une dynamique évidemment à poursuivre. Hein. On sent que ça prend du temps, notamment parce que les patients aussi, ils attendent d'avoir leurs documents, les usages, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et on a énormément, nous, de retours positifs là maintenant, hein, avec des tas de patients qui, quand ils sortent là de l'hôpital ou de leur cabinet de bio, qui disent, ah, c'est super, je ne suis même pas encore sorti, j'ai déjà reçu mes résultats. Donc ça, ça commence, la dynamique prend vraiment bien. Après, du côté des professionnels de santé, ce qu'on ressent, voilà, là, on est vraiment aussi au cœur de l'implication. En ce moment, on est un peu sorti en gros du doute, hein, de la phase de on n'est pas sûr si ça va prendre, on n'est pas sûr de si on va avoir ces documents. On est même plutôt maintenant parfois dans une autre phase de se dire on va avoir trop de documents, on va pas savoir quoi en faire. Donc là, on est vraiment rentré dans cette dynamique. Après, et vous le verrez, on va y revenir, mais on n'ignore pas qu'il y a des difficultés d'usage, hein, qui sont rencontrées, des bugs, des instabilités. Des nombreux clics parfois qui sont remontés pour utiliser l'INS, le DMP. Donc ça, on va revenir dessus. Mais donc voilà, on a bien entendu ce message sur les difficultés rencontrées par les professionnels. Et puis du côté des éditeurs, des déploiements qui, je pense, et y compris de notre côté, hein, un peu sous-estimés en termes de difficultés sur l'installation dans les structures, la biologie, la radiologie, l'hôpital. On voit qu'on a un retard là, et on reviendra dessus. Et puis aussi des vraies difficultés opérationnelles, notamment les bugs, hein, là qu'on a mentionnés, qui ont amené à plusieurs correctifs nécessaires. Alors, et pour finir cette introduction, ce qu'on voulait vous passer comme message, le premier, c'est on a souvent un peu tendance en France à être pessimiste, hein, dans ces gros programmes. Bon, là, franchement, c'est un programme hors norme. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent, hein, dans des pays de la taille de la France sur le reste du monde. Et franchement, les résultats qu'on a aujourd'hui, et encore, on n'est pas, je répète, hein, on n'est pas au succès, mais on a déjà des résultats visibles et solides. Et je pense qu'on peut collectivement conserver optimisme et confiance dans ce qui a été lancé. Ensuite, ce qu'on voulait dire, c'est merci. Merci à tous les professionnels de santé. On sait que là, aujourd'hui, déjà en termes de déploiement, c'est la moitié des médecins, des biologistes, des radiologues qui sont engagés, hein, là dans ce programme. Donc, merci beaucoup à tous ceux là qui s'engagent dedans. Merci aux éditeurs également, hein. On a parfois tendance à critiquer. Nous, on les a aussi beaucoup en front. On sait qu'il y a des équipes fortement impliquées aussi chez les éditeurs. Certains ont des équipes qui sont passées au 6-7e maintenant dans leur semaine de travail. Donc, voilà, c'est un gros impact aussi pour les éditeurs. Et puis, un petit message plutôt interne là, pour toutes les équipes que vous voyez peut-être moins, qui font l'accompagnement sur le terrain, aussi au national, donc l'ANS, l'ACNAM, le CNDA, le GIE, l'ASP, les ARS, les grades, le réseau assurance maladie. Voilà, tous ces gens, parfois un peu dans l'ombre, qui contribuent à faire avancer, hein, ce programme. Merci à tous. Alors, ce qu'on va essayer, les engagements qu'on prend, nous, hein, c'est d'essayer de maintenir ce parler vrai. Hein, donc, voilà, essayer de rester positif, mais de ne pas non plus se cacher les problèmes quand ils arrivent. Hein, et encore une fois, on y reviendra. Et de rester réaliste vis-à-vis des situations qu'on rencontre au jour le jour. Et puis, nous, on ne lâchera pas, quoi, hein. Donc, vous le savez, on est déterminé depuis le début. On a pris des engagements. On va continuer d'en prendre, y compris là dans ce comité de suivi. Et puis, l'engagement qu'on vous fait, c'est de rien lâcher, d'être toujours là au rendez-vous. Les problèmes, quand on les rencontre, on va les adresser et d'avancer collectivement avec vous. Voilà, ça, c'était les messages que je voulais vous passer en introduction. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur du réacteur. Je passe la parole à mon collègue Benjamin pour la partie SONS. Voilà, bonjour à tous et à tous. Donc maintenant qu'Olivier a planté le décor, hein, on va rentrer donc dans cette brique essentielle du programme qui sont ces systèmes ouverts et non sélectifs, hein, donc les dispositifs, je rappelle, où on vient acheter pour le compte des professionnels de santé les mises à jour logicielles pour qu'elles intègrent un certain nombre de référentiels et d'exigences techniques et fonctionnelles. Je vous propose de commencer tout de suite en rappelant
Je veux bien que tu reviennes d'une slide en arrière. En rappelant un peu le panorama des dispositifs de la vague 1 qui sont aujourd'hui en vigueur, hein. C'était une des vraies parties pris du Ségur, c'est de se dire on n'allait pas faire une taille unique, il y avait besoin de prendre en compte des besoins spécifiques du médecin libéral, du laboratoire de biologie, de l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on a un certain nombre de dispositifs qui sont ouverts, donc autour de la vague 1 sanitaire, avec les différents couloirs que vous connaissez, en ville, à l'hôpital, la radiologie, etc., sur lesquels les phases de référencement et de commande sont aujourd'hui clôturées, on est dans la phase de déploiement, j'y reviendrai dans un instant. On a ce dispositif un petit peu plus particulier qui est très transverse, hein, qui vise les opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Là aussi, le référencement est terminé. On est aujourd'hui dans la phase de commande. Et puis, on a la vague 1 du médico-social, où pareil, avec les trois secteurs, hein, qui ont été aujourd'hui couverts, hein, personnes âgées, personnes en situation de handicap et domicile, et puis le secteur des personnes en difficulté spécifique, et enfin celui de la protection de l'enfance. Et sur cette page du médico-social, hein, on est sur un calendrier un tout petit peu plus étendu, et donc on a aujourd'hui terminé la phase de référencement sur cette première brique. Pour être tout à fait complet, on voulait aussi, c'est ce que vous voyez sur les trois petits i que vous voyez à l'écran et qu'on présente sur la page suivante, ces trois dispositifs sur lesquels on a récemment mis à jour les calendriers. Alors tout ça avait déjà été annoncé, donc c'est plutôt pour le... Vraiment, ceci n'est pas une surprise, hein, mais de dire on est venu recaler la date de prise de commande sur la partie opérateur MS Santé. L'arrêté est déjà disponible au JO. Et puis sur les deux du médico-social, pareil, on est venu notamment traduire dans ces deux secteurs-là le délai qui avait déjà été octroyé sur le premier champ, hein, des personnes âgées, personnes en situation de handicap et domicile, notamment pour donner le bon timing, on va dire, pour avoir, comme sur les autres couloirs, beaucoup de solutions référencées, puis beaucoup de commandes. Donc, une fois qu'on a posé ce panorama, je vous propose qu'on rentre vraiment dans le cœur du réacteur là, de ce COSU aujourd'hui, qui est le dénouement de cette vague 1 sanitaire. On l'a dit tout à l'heure, on est en phase de déploiement. Peut-être pour commencer, donc je rappelle l'ambition de la vague 1, Olivier l'a dit tout à l'heure, l'objectif premier, c'est bien de généraliser cette alimentation de mon espace santé, faire en sorte qu'à chaque épisode de soins, à chaque épisode de prise en charge, l'espace santé du patient soit alimenté. Pour y arriver, il y a plusieurs étapes à franchir. La première, c'était avoir un développement par les industriels de solutions aux normes Ségur. Ça, pour le coup, c'est un jalon qu'on a passé avec succès, alors plutôt à l'été dernier, alors plus récemment pour la pharmacie. On a aujourd'hui plus de 130 solutions qui sont référencées Ségur dans ces différents couloirs du sanitaire. Deuxième étape, il fallait qu'il y ait une adoption de ces mises à jour, donc une commande par une masse critique de professionnels de santé dans chacun des couloirs. Ça, pareil, c'est plutôt quelque chose qu'on avait partagé au dernier COSU parce que les guichets se sont fermés au 30 novembre et au cours du mois de mars pour la pharmacie. Et j'y reviendrai tout à l'heure, on a quasiment partout cette masse critique qui est atteinte. Une fois que les commandes sont faites, il faut encore avoir ce déploiement massif de ces mises à jour dans des délais maîtrisés. Et là, c'est la période sur laquelle on est en cours, hein, et on le verra tout à l'heure, on a à la fois beaucoup de déploiements déjà réalisés et puis probablement besoin d'encore un peu de temps pour le terminer de façon sereine. Et puis même quand on a déployé, évidemment, ce n'est pas fini. Le vrai juge de paix, entre guillemets, sont bien sûr les usages. Et donc, la phase suivante, hein, c'est la prise en main par les professionnels de santé de ces nouvelles fonctionnalités et l'émergence de ces nouvelles pratiques numériques. Évidemment, l'alimentation du DMP, mais aussi tous les usages de la messagerie sécurisée de santé. Là aussi, on est en cours. On sait que ça va prendre du temps. C'est une transformation qui va être aussi progressive. Et on a par contre un vrai élément de bonne nouvelle qu'a évoqué Olivier, hein, c'est cette progression très dynamique de l'alimentation de mon espace santé. Donc ça, c'est l'équation qu'on avait à résoudre. Si maintenant, je fais le petit zoom sur la partie qui est en cours, pour qu'on partage là toujours en transparence où est-ce qu'on en est. Donc, vous voyez là les différentes phases, hein, donc les commandes, les installations et puis les usages d'alimentation du DMP. On vous a remis pour mémoire ce qu'on avait déjà partagé au dernier COSU, c'est-à-dire le niveau de couverture des commandes. C'est là où vous voyez qu'on a cette masse critique avec un bémol, hein, qu'on avait déjà partagé la dernière fois, qui est la biologie hospitalière, où on a un chiffre qui est nettement plus en retrait. Par contre, sur tous les autres secteurs, on a vraiment cette masse critique qui est atteignable. Si je dis un mot de où est-ce qu'on en est à l'hôpital. Alors à l'hôpital, en termes d'installation, on a déjà plus de 2500 opérations de mise à jour qui sont confirmées, réalisées, ce qui est en gros en seulement quelques mois, hein, ce qui est déjà une prouesse collective. Par contre, si je regarde tout ce qui était commandé, on est quelque part autour de 60 ou 70% des déploiements qui sont aujourd'hui terminés. Si maintenant je parle d'usage, ce qu'on observe, c'est qu'une fois que les logiciels sont installés, entre guillemets, ils font le job pour lequel ils ont été programmés, c'est-à-dire les niveaux d'alimentation du DMP commencent à ressembler à de l'alimentation systématique, évidemment sous réserve d'avoir qualifié l'identité numérique de santé du patient. En biologie médicale, on est en situation où le déploiement est un petit peu en retrait.
notamment parce que certaines solutions ont mis aussi un peu de temps à se stabiliser. Donc, les déploiements, on est entré finalement dans une phase industrielle que relativement récemment. Donc, on est aujourd'hui un petit tiers du déploiement qui est réalisé. Pareil, par contre, en termes d'usage, quand on va sur le terrain voir les logiciels Ségur installés et qu'on regarde la quantité d'activité du laboratoire et le nombre de comptes rendus qu'on trouve dans mon espace santé, on se retrouve dans ces logiques d'alimentation systématique. En radiologie, on est dans une situation un peu analogue à celle de la biologie, hein, un déploiement qui est encore limité. On est au-dessus de la biologie, mais on est peut-être au mieux à une petite moitié des déploiements réalisés. Par contre, là aussi, les niveaux d'usage sont plutôt au niveau où on les attend. Situation complètement inversée en médecine de ville, où là, on a un déploiement qui est beaucoup plus avancé. On a déjà plus de 40 000 médecins qui ont leur logiciel Ségur déployé. Et on y reviendra tout à l'heure. Par contre, un vrai point noir, c'est pour le coup, il y a un vrai sujet d'usage et de satisfaction des médecins. On y reviendra tout à l'heure. Et puis sur les officines, hein, qui, rappelez-vous, est arrivé un petit peu plus tard, là, quelques mois plus tard, pour compléter cette vague sanitaire. Donc ça, c'est une information qu'on n'avait pas au dernier COSUI. Hein. On peut se féliciter du très fort taux de souscription. C'est le plus gros chiffre qu'on a là dans la colonne de gauche. Hein. Il y a 97% des officines commander leur mise à jour Ségur. Donc là, on est même au-delà de la masse critique. Hein. Sur les installations, alors on a des chiffres un peu moins fiables parce que les opérations à l'ASP ne sont pas encore montées complètement en puissance de ce côté-là. Mais on sait qu'on a déjà au moins 6 000 officines installées, un petit tiers des déploiements. Par contre, c'est assez dynamique et on est plutôt serein sur le fait que ce déploiement va accélérer. Et pareil, en termes d'usage, on est au tout début, mais les premiers retours qualitatifs qu'on a sont plutôt très positifs. Évidemment, on le confirmera. Pour finir ce panorama sur la vague 1, un mot, c'est qu'au global, tout ça, sur la partie sanitaire, ça représente un engagement au global de 160 millions d'euros. Ça veut dire que sous réserve que, évidemment, toutes ces commandes soient in fine installées, que les formalités administratives se passent bien, et il n'y a pas de raison, ça représentera un investissement pour le Ségur de 160 millions d'euros. Si j'essaie de résumer là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, donc vous avez compris la métaphore, hein, le verre est à moitié plein, elle est presque aux 3/4, on va dire. D'abord avec, évidemment, une très forte mobilisation des industriels hein, pour développer puis stabiliser ces solutions Ségur. On a vu qu'on a plus de 130 solutions sur le secteur sanitaire. De très nombreuses installations déjà confirmées, ça j'insiste quand même là-dessus. Hein, en finalement quelques mois, on a fait plus d'opérations informatiques enfin en tout cas beaucoup plus que ce qui se fait habituellement en termes de rythme. Pardon. Et puis on voit des professionnels de santé qui commencent à s'approprier les usages, et j'en prends pour témoin la progression de l'alimentation dans l'espace santé. Après, hein, on reste dans une logique de transparence, on ne va pas nier les difficultés, on en a au moins deux. On voit qu'il va y avoir besoin d'un délai supplémentaire pour finir sereinement ce déploiement. Et puis, on a vraiment des réponses fortes et rapides à apporter aux médecins de ville face à ce double problème, hein, une alimentation qui n'est pas encore au rendez-vous et des retours d'insatisfaction des médecins. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant, quelles sont les mesures qu'on va prendre sur ces deux problèmes. Donc, je vous présenterai là les mesures plutôt de finalisation du déploiement, et puis je laisserai Sandra Malak évoquer le sujet spécifique des médecins de ville. Alors, première mesure concernant le calendrier de la vague 1 sur le sanitaire. Donc, les deux points, c'est on voit qu'il y a eu un engagement très fort de beaucoup de monde, déjà beaucoup de déploiements. Par contre, on voit aujourd'hui, vous l'avez vu dans les chiffres, hein, on va être un peu court pour finir comme prévu au 28 avril. Et donc, on a un risque de beaucoup trop de commandes qui ne seraient pas livrées. Notamment, hein, il y a certaines solutions qui ont mis un peu plus de temps que prévu à se stabiliser et avant que les industriels puissent rentrer dans une phase vraiment industrielle de déploiement. Deuxième chose, hein, on le sait, on le voit, et puis l'écosystème nous l'a dit, il y a besoin, une fois que l'éditeur a fait son boulot, d'un temps parfois significatif pour le client, le médecin, le biologiste, le DSI hospitalier, pour vérifier que tout ça fonctionne, éventuellement lever les réserves quand il y en a, et pouvoir signer, on va dire, sereinement l'AVA. Donc, première mesure qu'on prend, l'octroi d'un dernier délai pour les fournisseurs pour qu'ils réalisent complètement les prestations Ségur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en pratique, les fournisseurs ont jusqu'au 20 septembre, alors le 31 octobre pour les prestations Loink, mais au-delà du Loink, le 20 septembre pour tout le monde, pour finir. C'est-à-dire, je dois, moi, éditeur, avoir tout fini dans toutes ces dimensions et, entre guillemets, passer la balle à mon client. Donc, à cette date, soit il a, en pratique, d'un point de vue administratif, soit il a déjà déposé sa demande de solde avec l'AVA signée par son client, soit en tout cas, il viendra notifier auprès de l'ASP l'achèvement de sa prestation. Le 20 septembre est une date qu'on a évidemment prise au vu des prévisionnels des différents éditeurs, et on est relativement confiant sur le fait que l'écrasante majorité, la quasi-totalité des opérations seront finies d'ici, on va dire, la pause estivale. Et évidemment, l'idée, ce temps supplémentaire, c'est pour
couvrir le maximum des commandes qui étaient déjà faites. Ce n'est pas pour ralentir les plans de charge des uns et des autres, évidemment. Deuxième mesure, là pour le coup, c'est l'octroi d'un délai pour le côté client, donc pour les établissements, les professionnels de santé. Une fois que mon éditeur a livré, j'ai un délai pour mener sereinement les opérations de vérification, de ne pas avoir le pistolet sur la tempe pour signer la VA avant telle date. On octroie ce temps-là pour pouvoir vérifier si tout a été bien fait, prendre le temps de lever les éventuelles réserves s'il y en a, et pouvoir signer la vérification d'aptitude. Dans tous les cas, l'éditeur a la responsabilité d'arriver devant l'agence de services et paiements avec son dossier final de financement avant le 14 décembre. Donc je répète, hein, l'éditeur il a jusqu'au 20 septembre pour finir de travailler, et ensuite il y a ce temps-là qui permet de vérifier, d'améliorer s'il y a besoin, et dans tout état de cause, fermeture le 14 décembre à l'ASP. Je le rappelle, c'était le cas depuis le début, mais c'est évidemment maintenu, hein, le non-respect de ces échéances réglementaires, ça entraînera le non-paiement de la prestation par les pouvoirs publics et le recouvrement des montants déjà perçus. Donc ça, première mesure sur le calendrier. Deuxième mesure, sur l'anticipation des difficultés. Avec 2 éléments de diagnostic, on voit bien que donc il y en a déjà beaucoup qui sont installés, il y en a encore beaucoup qui vont s'installer ce mois-ci, le mois prochain, au mois de juin, et on va avoir besoin de suivre de plus en plus finement les dernières opérations pour s'assurer que tout est livré. Et puis deuxième chose, on a aussi besoin, alors on ne l'espère pas, on ne l'anticipe pas, mais on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas localement une commande qui ne pourra pas être honorée, et il faut qu'on l'encadre. Donc, premier élément, première mesure réglementaire, je rappelle, aujourd'hui, la date limite, c'était le 28 avril. Donc, normalement, au 28 avril, tout le monde devait avoir terminé. C'est bien qu'il y a eu des retards, et c'est pour ça qu'on donne maintenant jusqu'au 20 septembre. Par contre, au 28 avril, chaque éditeur va devoir, pour tous les clients qui n'ont pas encore livré, définir et confirmer avec eux la date ferme de finalisation. Pour qu'encore une fois, tout le monde ait la bonne visibilité sur est-ce que moi, ma mise à jour, elle arrive demain, le mois prochain ou le 15 septembre. Évidemment, on va encourager l'écosystème à faire des points de suivi réguliers entre le client et le fournisseur pour s'assurer que ces engagements-là sont bien tenus de part et d'autre. On va, nous, de notre côté, évidemment, suivre de façon renforcée semaine après semaine, finalement, le déploiement de ces derniers, on va dire, la queue de distribution là, de ces déploiements pour vérifier que tout va bien, que tout se résorbe comme prévu, qu'il n'y a pas un éditeur qui prend du retard, qu'il n'y a pas tel ou tel phénomène sur lequel il faut agir. Donc ça, évidemment, on va s'organiser et ça sera un suivi qu'on fera en lien étroit avec les représentants de l'écosystème, en tant industriel que représentants des établissements et professionnels de santé. Et j'en profite au passage pour rappeler aux côtés clients, donc professionnels et établissements de santé, qui n'hésitent pas, en cas de difficulté, ils peuvent, entre guillemets, lever le doigt et demander de l'aide, entre guillemets, ou conseil, en fonction des types, soit auprès de l'agence régionale de santé, auprès du GRAD, ou auprès du réseau des DNS de l'assurance maladie, anciennement conseiller informatique service. Deuxième mesure là-dessus, déjà un premier rappel pour le fait de dire, ces commandes, elles ont vocation à être honorées. Une commande, ça engage les deux parties, donc ça veut dire que l'éditeur, il a vocation à livrer ce qui a été commandé. De son côté, l'établissement professionnel de santé, il doit se rendre disponible pour la réalisation de la prestation en prenant en tête le calendrier réglementaire. L'éditeur, il doit finir au 20 septembre s'il n'en est pas payé. Donc tout le monde doit s'organiser, se mettre autour d'une table pour avoir le bon calendrier projet, encore une fois, pour ces dernières installations qui ne sont pas encore en place aujourd'hui. Mesure réglementaire qu'on prend pour, encore une fois, anticiper ces éventuels problèmes qui seront probablement en nombre très limité. Si jamais, localement, il y a une forme de défaillance, c'est-à-dire moi, industriel, je ne sais pas livrer dans les temps. Obligation, petit 1, d'en informer sans délai, 1, son client, 2, l'agence de services et de paiement. Deuxième mesure, dans ce genre de cas, évidemment, interdiction stricte et absolue pour l'industriel d'essayer de se retourner vers, par exemple, l'hôpital pour obtenir le financement de la prestation Ségur, vu qu'il ne sera pas payé par les pouvoirs publics pour cause de hors délai. Et puis, rappel, cette forme de défaillance, ça ne préjuge pas de ce qui peut exister dans le contrat qui lie l'industriel et son client, notamment s'il y a des pénalités pour non-livraison de la prestation. Donc ça, on a vu le calendrier, on a vu maintenant l'anticipation des difficultés. Si maintenant, donc troisième série de mesures, sur comment on vient clarifier les conditions de réception des prestations. Donc là, un point sur la biologie, on supprime des exigences qui étaient le fait de déposer pour l'industriel un compte-rendu de test, notamment parce que ça pose un certain nombre de problèmes très pratico-pratiques. Et finalement, je rappelle, en biologie, la VA signée par le biologiste est obligatoire, donc c'est ça qui est la meilleure
garantie pour nous que la prestation a été faite et bien faite. En médecine de ville, on vient supprimer la condition d'envoi de 10 messages par messagerie sécurisée de santé. Alors, non pas parce que l'usage n'est pas important, on voit que c'est un usage critique, mais notamment parce qu'on a vu dans le déploiement des cas avérés de certaines spécialités médicales qui, en fait, n'émettent quasiment jamais de courrier. Et donc, même sur une période relativement longue, on peut rester en dessous de ces 10 sans que ça soit la preuve d'une mauvaise installation de l'éditeur. Par contre, évidemment, on maintient et de façon très soulignée la condition d'atteinte du seuil des 10 documents dans le DMP. Ça permet aussi de centrer l'attention sur ce point-là. Sandra en dira un mot tout à l'heure sur la situation particulière de l'alimentation du DMP en médecine de ville. Et puis sur l'hôpital, alors l'hôpital, on a eu pas mal de retours de l'écosystème pour demander des clarifications sur est-ce que je dois signer la VA dans tel cas, etc. Donc on vient apporter ces clarifications, déjà en rappelant que la prestation Ségur, elle contient une maintenance corrective des fonctionnalités Ségur. Donc, même au-delà de la signature de la VA, s'il y a une fonctionnalité Ségur qui ne marche plus, je rappelle que l'éditeur est tenu de revenir vers son client pour apporter les correctifs nécessaires. Et on est venu clarifier les modèles de vérification d'aptitude, notamment pour mieux tenir compte des périmètres de responsabilité de chaque éditeur dans les flux entre le référentiel d'identité, le dossier patient et la PFI. Notamment, on prend l'exemple, si moi je suis l'éditeur du DPI, j'ai mis en place le flux qui doit aller vers la PFI, et peut-être que le DSI ne peut pas encore vérifier la conformité de ce flux parce que la PFI n'est pas encore en place. Mais ce n'est pas ma faute, moi, éditeur de DPI. Donc, dans ce cas-là, on a prévu les bonnes cases à cocher pour que la VA puisse être signée. Et évidemment, une fois que la vérification aura pu avoir lieu, si jamais il y a problème, au titre notamment de la maintenance corrective, l'éditeur de DPI devra apporter les correctifs nécessaires. On a eu aussi une question sur les réserves. Est-ce qu'on peut écrire des réserves, etc. Bon, pas de problème. On a dans ces nouveaux modèles un champ de commentaires qui peut vous servir à noter les réserves que vous souhaitez tracer entre vous, entre par exemple le DSI et l'éditeur, sachant que ce qui fait foi, c'est évidemment la signature par le DSI qui vaudra validation par l'ASP. Et puis, point de détail, mais évidemment, toutes les VA qui étaient signées selon l'ancien modèle, elles restent valables. Ce sont des modèles, on va dire, plus précis, mais qui restent dans le même esprit que ce que vous connaissez déjà. Donc voilà les 3 grands types de mesures qu'on prend pour se donner toutes les chances de livrer 100% des commandes de façon sereine. Un point, entre guillemets, de détail, mais en tout cas qui découle du reste plutôt, rappelez-vous sur les API V1, donc qui sont les anciennes API de connexion au DMP, qui étaient plutôt en voie de décommissionnement. Et puis la transaction, qui est la fameuse TD00, c'est celle qui permet aujourd'hui d'alimenter le DMP de façon dérogatoire, c'est-à-dire sans une INS strictement qualifiée. Donc pour rappel, ces 2 facilités vont être prochainement décommissionnées. Le but, c'est bien qu'on bascule sur ces API V2 Ségur, c'est-à-dire j'alimente en interrogeant le téléservice INSI de l'assurance maladie et en qualifiant l'identité de mon patient. Donc ces éléments ont déjà été décommissionnés, c'est ce qui avait été annoncé aux différents COSUI en pharmacie et puis pour tous les logiciels pour lesquels il n'y avait pas d'activité DMP au dernier trimestre 2022. Et on avait prévu de décommissionner pour l'ensemble des autres au 28 avril, en lien avec l'échéance de déploiement Ségur. Donc évidemment, là, on vient donner un peu plus de temps et donc on donne un peu plus de temps à ce décommissionnement pour le resynchroniser avec le 20 septembre, qui est encore une fois la date de finalisation des travaux du côté éditeur. Alors, je me permets, donc c'est dense, évidemment, tout ça fera l'objet de différentes. Alors, il y a toute une action de diffusion de cette information par l'Agence du numérique en santé et l'ASP dans les prochains jours, avec des webinaires, des documents explicatifs. Je me permets quand même de récapituler. Donc, selon les couloirs, on est aujourd'hui entre un tiers et puis les 3/4 des prestations qui sont déjà finalisées au jour d'aujourd'hui. On est dans une phase où le déploiement est assez industriel, donc chaque jour, il y a des déploiements supplémentaires. La quasi-totalité des prestations Ségur devrait être finalisée d'ici cet été. Pour les fournisseurs qui aujourd'hui n'ont pas encore livré, première obligation de confirmer, alors dès fin avril pour l'hôpital, la biologie et la radiologie, et à la mi-juin pour la médecine de ville et la pharmacie, venir confirmer la date ferme de finalisation. Alors, pourquoi me direz-vous ce traitement particulier en médecine de ville et en pharmacie? 2 raisons. Ce sont 2 couloirs dans lesquels le nombre de clients est beaucoup plus élevé, et en plus, ce sont 2 couloirs sur lesquels le niveau de risque sur l'avancement du déploiement est beaucoup plus faible. Ça déploie bien en médecine de ville, on a un problème d'usage, on en verra tout à l'heure, et le déploiement, pareil, est aussi très dynamique en pharmacie. Donc, ils doivent confirmer cette date ferme, et puis ils doivent finaliser au plus tard au 20 septembre et au 31 octobre pour le LOIC. Et c'est comme je viens de le dire, c'est à cette date qu'on décommissionnera les API V1 et la transaction TD00 du DMP pour alimenter sans INS qualifié. Et puis, les vérifications par les établissements professionnels de santé pourront se poursuivre au-delà de ce 20 septembre
pour le faire sereinement. Et dans tous les cas, demande de solde apportée par l'industriel avec toutes les preuves qui vont bien à l'ASP au plus tard le 14 décembre. Ces éléments vont être le véhicule qui traduira ces annonces d'aujourd'hui. C'est un arrêté rectificatif là, qui est dans les tuyaux et qui paraîtra dans les prochains jours. Et évidemment, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site Ségur de l'Agence du numérique en santé. Je crois que j'en ai fini, sauf erreur, sur cette partie-là. Je suis toujours bloqué sur cette slide. On est passé sur cette slide. Ouais. Est-ce que vous voyez bien la slide action? C'est bon, ça arrive. Okay. Donc là, du coup, on a parlé de quelles mesures on prenait pour sécuriser la fin sereine du déploiement. Donc maintenant, je donne la parole à Sandra Malak pour regarder comment on répond à notre deuxième partie du verre à moitié vide sur le sujet spécifique des médecins de ville. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, c'est vrai que sur le sujet de la médecine de ville, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait des réelles difficultés sur le terrain. D'abord, des premiers signaux issus des installations déjà depuis décembre, on s'est rendu compte que des professionnels commençaient à nous dire que c'était pas si simple d'utilisation, qu'il y avait des dysfonctionnements, des bugs, des instabilités. Que les formations, même quand ils essayaient de les suivre, n'étaient pas toujours parfaitement adaptées à leurs besoins, que même quand ils essayaient d'alimenter le DMP, parfois ça nécessitait pas mal de clics et de manipulations, c'était pas si automatique que la promesse qui avait été faite initialement. Et ça, c'est l'aspect un peu qualitatif. Et donc là, on a par exemple les données d'une enquête de la CNAM qui a été opérée par les délégués du numérique en santé qui ont été voir les professionnels avec plus de 200 retours et qui nous disent bon, c'est pas si fluide que ça. Et d'un autre côté, quand on regarde les chiffres, alors qu'on avait l'espoir que quand l'installation se passait bien derrière, l'alimentation se fasse de façon fluide et aisée, presque transparente pour le professionnel, on voit que c'est pas si aisé que ça. Même s'il y a une augmentation, aujourd'hui, on voit les chiffres qui montent, on est encore très en deçà de la cible d'alimentation par les médecins de ville, avec environ 1% des professionnels qui sont vraiment à l'objectif et d'une alimentation presque systématique et automatique, et 10% qui sont à peine à 10% de la cible. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour essayer de comprendre ce qui se passait et aller voir les difficultés? On s'est mis en ordre de marche pour avoir des remontées à la fois quantitatives et qualitatives. Alors, qualitativement, on a lancé différents réseaux, que ce soit celui des grades, celui des 6 DNS de l'assurance maladie. On a été voir de nombreux professionnels sur le terrain, de nombreux médecins qui étaient installés avec des versions Ségur. On les a regardés utiliser leur logiciel. On a été voir les éditeurs. On leur a demandé des démonstrations et on a partagé également sur les formations qu'ils pouvaient proposer. Alors, ça c'est pour la partie plus qualitative. Et puis, on a également essayé de récupérer des données quantitatives par logiciel, comment se passait l'alimentation du DMP, comment se passait la qualification de l'INS, qui est donc la porte d'entrée de l'alimentation. Et tout cela nous a permis déjà d'identifier un certain nombre de freins à lever, de construire un premier plan d'action à court terme, dont l'objectif est vraiment de répondre à ces premières insatisfactions des professionnels. C'est un besoin qui a été identifié au plus haut niveau, avec d'ores et déjà une première réunion avec le ministre de la Santé et de la Prévention qui s'est penché sur ce sujet-là et qui a eu lieu avec les éditeurs et qui, on y reviendra, a donné lieu à des conclusions vraiment prometteuses. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié à l'issue de cette première phase plus diagnostique comme difficulté? Un vrai enjeu de qualité sur les logiciels Ségur. On s'est rendu compte qu'il y avait de la marge d'amélioration, qu'aujourd'hui le professionnel qui veut se servir de son logiciel mis à jour Ségur observe des bugs, des instabilités. Parfois, il y a beaucoup de clics et on sait à quel point les professionnels ont besoin de quelque chose qui soit simple et fluide à l'usage. On a ce qui nous a permis derrière de travailler avec les éditeurs pour construire ce qu'on appelle une checklist, ce qui sont vraiment des points d'amélioration qui nous paraissent essentiels pour fluidifier l'usage. On est vraiment arrivé à l'essence de ce qui nous paraît être la fluidification. On a également embarqué les 6, les anciennement 6, maintenant DNS de l'assurance maladie, avec des experts de chaque logiciel, qui deviennent des sortes de référents pour les autres délégués qui, eux, sont plus en capacité d'aller accompagner sur le terrain les professionnels.
On s'est pas mal penché sur l'INS, l'identifiant national de santé, dont on sait qu'il est que trop rarement qualifié sur le terrain et on a identifié des vraies difficultés d'adoption par les médecins avec des réticences à l'usage, notamment de la vérification du document d'identité et ce qui nous a amené à proposer une adaptation de la doctrine avec ce qu'on appelle la procédure d'exception, où les médecins de ville peuvent qualifier l'identité de leurs patients sans ce qu'ils connaissent bien pour les patients déjà connus, avec un certain nombre de garde-fous, et également en parallèle à proposer des modalités de délégation facilitantes pour que ce soit le secrétariat qui puisse opérer cette action. Un autre point également, c'est qu'évidemment tout ça est assez récent et donc de fait les professionnels ne se sont pas encore appropriés tous ces éléments, toutes ces nouvelles notions et donc il y a un véritable enjeu de communication, d'accompagnement direct des médecins au plus près du terrain. Et donc, on a revu un certain nombre d'éléments de documentation pour essayer de répondre aux questions clés de leur quotidien. Et il y a également une mobilisation renforcée du réseau des SIS et de l'assurance maladie avec une campagne qui se lance cette semaine pour aller voir chaque médecin dans son cabinet pour l'accompagner dans ses usages numériques. Tout ça se fait vraiment dans un climat de grande confiance avec les éditeurs. On travaille main dans la main. On a d'ailleurs un engagement assez unique par les éditeurs qui se sont mobilisés fortement pour réussir de façon très, très court terme et très, très engagée ces éléments pour obtenir nos deux objectifs qui sont vraiment une alimentation simple et fluide et la satisfaction des professionnels. Et du coup, là-dessus, je voulais proposer à Francis Mambrini, président de la FEMA, la Fédération des éditeurs de logiciels de vie. Francis, si tu es là, j'en profite pendant que tu te connectes pour dire à tout le monde, je vois qu'il y a des mains levées là. On n'est pas en retard sur le planning, on est plutôt bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les questions à la fin. Là, j'en vois beaucoup dans le chat qui sont légitimes et auxquelles on apportera des réponses, bien évidemment. Oui, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, parfait. Merci de me donner la parole. Et merci d'avoir rappelé, Olivier et les autres, l'engagement important, j'allais dire même sans précédent, qui a été réalisé par les éditeurs pour mener à bien ce programme Ségur. C'est un engagement que moi j'observe avec une régularité très soutenue de la part de l'ensemble des éditeurs membres de la fédération avec lesquels nous sommes en partage permanent finalement sur toutes ces questions. Alors, un engagement qui s'est traduit par des étapes qui ont été franchies avec succès dans le parcours Ségur. Tout d'abord, un référencement des solutions sur un périmètre que vous n'ignorez pas comme étant particulièrement ambitieux. Alors, en particulier sur le couloir médecine de ville, et tout ça dans des délais extrêmement contraints. Et puis des déploiements qui ont démarré à la fin de l'année dernière et qui se sont accélérés, qui ont atteint un rythme relativement soutenu. Dans ce contexte, aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, mais c'est bien que je vous le rappelle aussi pour vous ayez bien conscience du fait que c'est une que l'on peut... Vous m'entendez? 15 secondes, Francis. C'est bon, on t'a retrouvé. Voilà. Donc, avec des résultats que l'on peut qualifier en demi-teinte, des instabilités qui ont été déjà largement évoquées. Alors, effectivement, oui, il y a des bugs, mais il y a aussi des problèmes d'ordre qui tiennent plus à des questions de performance, compte tenu des interactions extrêmement soutenues qui nous amènent à placer nos logiciels en relation avec tout un écosystème qui est quand même relativement vaste. Des améliorations fonctionnelles telles qu'elles ont été stipulées par Sandra, et puis la nécessité de renforcer les dispositifs d'accompagnement et de formation des professionnels, des médecins et organisations pluridisciplinaires. Mais on a aussi des résultats qui sont extrêmement encourageants puisqu'on dispose aussi de témoignages extrêmement positifs d'un nombre croissant de professionnels de santé qui, disposant des dernières versions, ayant déjà fait l'objet d'améliorations, d'évolutions, etc., nous témoignent de leur grande satisfaction à l'égard des nombreuses évolutions qui ont été apportées.
Aujourd'hui, face à cette situation, et Sandra l'a rappelé tout à l'heure, nous avions une réunion la semaine dernière avec le ministre de la Santé, réunion au cours de laquelle non seulement nous faisions partage de constats, mais surtout nous lui présentions le plan d'action qui résulte des nombreux travaux que nous menons ensemble depuis maintenant plusieurs semaines, voire mois, dans le cadre de l'opération Sentinelle, où on a identifié en fait tout un ensemble de dispositions sur lesquelles l'ensemble des éditeurs ont pris des engagements de court terme, à la fois sur la stabilisation technique des produits, sur l'intégration d'améliorations fonctionnelles, sur les dispositifs de qualification d'INS, les mécanismes d'automatisation quant à l'alimentation du DMP, et aussi des dispositions en matière de renforcement de l'accompagnement et de la formation que nous mènerons en propre et en partenariat avec les délégués de l'assurance maladie. Je vous disais que tout ça, c'est un programme qui est maintenant relativement périmétré, ambitieux, et sur lesquels les engagements ont été pris dans des délais relativement courts, puisque si je me remémore l'ensemble des réponses qui ont été apportées par tous les éditeurs, en gros, les résultats seront déployés d'ici entre fin avril et mi-juin, quelque chose comme ça, hein. Donc, ça veut dire que ça va arriver très vite. Mais au-delà de ces évolutions, ce qui me paraît important de retenir, c'est qu'en parallèle de cela, nous avons défini sur chacun de ces points tout un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre d'en faire un suivi de façon extrêmement rapprochée et dans une logique de concertation et de transparence avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup, Francis. Et c'est vrai que même si on nie absolument pas les difficultés réelles sur le terrain rencontrées par un certain nombre de confrères, on voit aussi des vraies réussites et des professionnels qui commencent à s'emparer de ces sujets avec beaucoup d'appétence et de satisfaction, et des vrais services rendus d'ores et déjà aux patients. Donc, il y a quand même un verre à moitié vide, c'est certain. Et donc là, pour la suite, on s'engage à avoir un suivi en transparence de ces actions d'amélioration, à valoriser les résultats concrets au fur et à mesure qu'ils arriveront. Et donc désormais, on est serein sur le fait que ce sera vraiment à court terme, dans les prochaines semaines, comme évoqué Francis. Merci beaucoup. Et donc, tout ça sera disponible sur une page Sentinelle, qui est d'ores et déjà disponible sur le site de l'ANS. On a une communication au fil de l'eau par les éditeurs et les pouvoirs publics qui est prévue pour relayer la mise à disposition de ces versions améliorées et on l'espère de plus en plus stabilisées. On a un objectif de publication à juin des niveaux de performance des logiciels en matière d'alimentation. Et donc l'objectif, ce serait que cette alimentation, au-delà des objectifs chiffrés pour le paiement des soldes qu'a évoqué Benjamin, ce soit vraiment une alimentation simple, fluide, qui dénote d'une vraie prise en main des usages. Et puis pour la première fois, on va également s'intéresser à des enjeux de satisfaction des professionnels. On sait à quel point actuellement ils peuvent être en difficulté. Le numérique est un vrai levier pour leur faciliter la vie, l'usage et la prise en charge des patients. Et donc il faut que cette satisfaction soit également au cœur de nos préoccupations. Alors on vous a mis quelques liens vers des ressources qui sont disponibles pour les médecins de ville, qu'on a retravaillé, dont l'objectif étant de répondre aux questions qu'on a identifiées sur le terrain, qui nous remontent très quotidiennement, et donc de pouvoir mettre à disposition les outils pour apporter des réponses à ces différentes questions. Et donc, on ne manquera pas de vous tenir informés de tout cela et des évolutions à venir. Merci Sandra. Du coup, sans transition, puisque voilà, on vous a beaucoup parlé de la vague 1, et d'ailleurs ça me fait ma transition par rapport à la vague 2. On rentre maintenant dans un chapitre qui est le futur. Sachez néanmoins que chez nous, la priorité qui est passée, c'est la réussite de la vague 1. Donc évidemment, on prépare cette vague 2, évidemment, on va vous la présenter. Maintenant, l'énergie aujourd'hui et la priorité, c'est faire de la vague 1 une réussite. Sinon, en gros, il n'y a pas vraiment de sens de continuer dans ce dispositif. Alors, ceci étant dit, voilà, cette vague 2, vers quoi elle s'oriente? C'est plutôt les usages. Donc,
Là, on a à la fois la consultation simplifiée de l'information qui est disponible dans mon espace santé, faciliter l'intégration des documents médicaux reçus, et puis c'est un peu subi malheureusement en ce moment, et donc on est obligé de renforcer la composante sécurité des systèmes d'information, avec une évolution du périmètre global dans cette vague 2, des nouveaux dispositifs. J'ai vu qu'il y avait une question qui était posée dans le chat. Oui, et ça a été lancé, on reviendra dessus, des nouveaux dispositifs pour toutes les professions médicales et paramédicales. Je ne rentre pas dans le détail, ça sera évoqué ensuite. Et puis, un point très précis sur la diffusion des images médicales, c'est pareil, je reviendrai très légèrement dessus. Ensuite, toujours sur l'imagerie, le périmètre du système d'information radiologique qui sera étendu à la médecine nucléaire. Souvent, c'est le même logiciel, en fait, donc c'était plutôt logique de faire ça. Et finalement, pas de nouveaux dispositifs dédiés pour ce qu'on appelait le référentiel d'identité, donc la gamme, la GAP à l'hôpital, et pour le transcodage logique. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans ces usages, et là, c'est vraiment, l'idée, c'est de donner quelques usages clés. On ne rentre pas dans tout ce qu'on souhaite permettre pour la vague 2, mais figer en gros les idées sur ce qu'il y aura autour de cette vague 2. D'abord, dans faciliter cette consultation, qu'est-ce qu'on entend? L'objectif, c'est qu'il y ait la possibilité pour le professionnel, sans aucun clic, de savoir déjà s'il existe, et j'ai vu aussi des messages dans le chat là-dessus, existe-t-il un profil de mon espace santé? Y a-t-il des documents dedans? C'est quoi la nature des documents qui ont été versés depuis la dernière fois que j'ai vu mon patient? L'objectif, c'est que ça soit disponible le plus simplement possible, sans clic, pour le professionnel de santé. Ensuite, et on le voit, on a beaucoup de retours qui sont associés au temps. Alors, il y a des temps qui sont liés au nombre de clics, il y a aussi des temps qui sont liés aux latences associées à la carte CPS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça peut parfois prendre 3, 4, 5 secondes. L'objectif, ça va être de réduire ces temps. Je vous explique juste après quelles sont les technologies qui vont permettre de passer de 5 secondes à beaucoup moins qu'une seconde. Ensuite, on a beaucoup de retours sur l'usage de la CPS et donc les difficultés qui peuvent être rencontrées. Je pense notamment à l'hôpital, mais aussi en ville quand la CPS est au secrétariat. Donc, c'est permettre aux professionnels, lorsque la CPS, ils ne l'ont pas, de pouvoir continuer de bénéficier de ces dispositifs. Et puis, finalement, on voit qu'il y a un élément qui est au cœur de cet usage de demain, c'est l'information du patient, son éventuelle opposition, qui évidemment, si ce n'est pas fait, on ne peut pas consulter les informations. Donc, c'est faciliter cette intégration de l'information, notamment en amont, que ce ne soit pas le professionnel de santé qui a informé, mais qu'on puisse bénéficier de la prise de rendez-vous, du secrétariat, de la préadmission, pour faire cette information, éventuellement cette opposition. Voilà, sur le sujet mon espace santé, donc plusieurs éléments. Alors, là, ce que je vous présente, c'est global, et après, il y a éventuellement, je pense notamment à la médecine de ville, des composants qui sont déjà dans les logiciels. Donc, en général, l'intégralité n'y est jamais. Par contre, au compte-gouttes, vous pouvez avoir des fonctionnalités qui sont déjà disponibles parce que les éditeurs les ont éventuellement déjà faites. Donc, il y a le classement automatique. Vous recevez un document classé automatiquement et avec le bon patient et avec le bon type de document pour aller beaucoup plus vite. Disposer d'une liste de travail, en gros, pour traiter ces documents reçus à la chaîne, et avoir la possibilité de déléguer toutes ces tâches, ce qui est souvent aujourd'hui très difficile pour des tas de raisons souvent techniques, au secrétariat. Et donc là, on va mettre l'accent pour pouvoir, en gros, remettre le médical sur le professionnel de santé et la partie gestion administrative plutôt lorsqu'il existe sur les secrétariats. Alors, d'un point de vue plus technique, et là, c'est pareil, c'est une sélection. Je ne suis pas rentré dans tous les détails. Vous avez à la fin du document un tableau qui récapitule l'ensemble des technologies. Et donc, ça vous sera envoyé là juste après, quand on vous enverra le PDF. Et également, donc, j'ai mis le lien là sur le répertoire partagé où il y a l'ensemble des référentiels d'exigence pour chacun des logiciels. Donc, tous ceux qui veulent aller consulter ces informations, allez-y. Et donc, les liens, évidemment, vous seront tous disponibles après quand on diffusera les documents. Donc, au cœur de cette vague 2, il y a un usage systématisé de ProSanté Connect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme technique, en fait, ça permet la dématérialisation de la CPS. Et cette dématérialisation de la CPS, l'objectif, c'est de l'utiliser pour la connexion au logiciel, pour l'accès aux téléservices, donc je pense à l'INS, à l'ordonnance numérique, etc. Donc, tous les téléservices qui peuvent être utilisés dans les logiciels, tous à l'exception de la facturation électronique pour le moment, mais donc tous sauf celui-ci, et également l'intégration de mon espace santé dans les logiciels. La connexion aux boîtes aux lettres, depuis le logiciel, par les professionnels et par le secrétariat, j'ai dit juste avant, la connexion à Amélie Pro. Et donc, l'objectif, là, c'est d'arriver à simplifier l'usage, de pouvoir naviguer entre ces différents services et puis avoir un temps de réponse qui est bien amélioré. Et donc là, c'est ce que je disais juste avant.
plutôt que d'attendre 5 secondes la combinaison du lecteur plus la carte qui répond à chaque fois que vous devez appeler ces téléservices, et ben là, en fait, comme c'est dématérialisé, hein, c'est les messages techno que vous avez dans Google ou dans Facebook, ça permet de faire des appels. Je réagis parce qu'il y a plusieurs personnes dans la conversation qui disent qu'ils ne voient plus la présentation. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je vais tenter une manip qu'on fait souvent. On la voit, donc on va départager, repartager, mais il y avait au moins 3-4 personnes à qui. Oui. Hop. Est-ce que c'est revenu? Bon, moi, chez moi, c'est revenu. Voilà, il y a quelques hochements de tête, donc on part du principe que c'est revenu. Okay. Oui, c'est revenu, c'est revenu. Donc voilà, donc en gros, cette techno-là, c'est au cœur de tas de grosses plateformes internationales et ça permet de ne pas attendre la réponse physique de la carte et d'avoir des transactions qui sont beaucoup plus rapides. Et donc voilà, on va vraiment le mettre au cœur, donc à la fois des logiciels, mais vous imaginez bien, il y a tous les services en face qui doivent évoluer pour se rendre compatibles en fait avec cette technologie. Donc ça, c'est vraiment en gros le cœur du réacteur qui est en ce moment en train d'être travaillé par les pouvoirs publics. Après, il y a un des gros enjeux qui nous a été remonté dans l'usage des boîtes aux lettres, la capacité à choisir sa boîte aux lettres, parfois à la partager avec certains confrères, notamment dans le libéral. Donc, on va renforcer cette interopérabilité entre les logiciels et les boîtes aux lettres MS Santé. Et puis, un point qui est un peu particulier, mais il y a pas mal de demandes là-dessus, donc je le mentionne, c'est la création du réseau DREAM. Donc, c'est un réseau par l'ensemble des professionnels de l'imagerie qui permettra de diffuser les examens d'imagerie à la fois aux patients et puis aux professionnels de santé correspondants. Alors, pardon, excusez-moi, je suis allé un tout petit peu vite. Je passe la parole notamment sur la partie concertation qui a permis d'aboutir à ces premiers jeux d'exigence. Très rapidement, deux diapositives pour d'une part évoquer le chemin parcouru dans la conception de cette vague 2 et puis ensuite voir le chemin qui nous reste à parcourir pour la mise en place et le déploiement de cette vague 2. Sur cette diapositive, un rappel des différentes itérations sur la préparation, notamment de cette expression de besoin que l'on va attendre sur les différentes exigences qui seront incluses dans les prochains SONS. Vous dire deux choses. D'une part, qu'on a pris le temps de cette construction. S'est faite, comme vous le voyez, de façon vraiment partagée, par itération. On a bien pris le temps de bien comprendre et bien exprimer et bien faire le tri entre des exigences qui étaient intéressantes de conserver, des exigences qu'il nous fallait peut-être considérer comme obsolètes. On considère aujourd'hui, on est à fin mars, qu'on a un package donc de référentiels d'exigences minimales qui sont stabilisés. Et maintenant, si on se tourne vers le temps qui nous reste jusqu'au lancement de la vague 2, à la question quand est-ce que démarre et quand est-ce que démarrera la vague 2, la première des réponses, on l'a déjà dit, mais on va le répéter encore une fois, c'est une fois qu'on aura bien atterri et bien réalisé la vague 1. Donc c'est pour ça, c'est la partie supérieure de cette diapositive et on a remis en visibilité les nouvelles dates, les nouveaux jalons que Benjamin notamment vous a exposés et c'est vraiment à l'aune de cette réussite que l'on pourra faire démarrer cette vague 2. Là, c'est la raison pour laquelle on envisage une publication de l'ensemble du corpus documentaire de la vague 2 à l'horizon de fin novembre. Et alors, qu'est-ce que l'on va faire pour autant d'ici là pour continuer et finaliser la conception de la vague 2? Il y a plusieurs étapes qui nous restent à faire. Maintenant qu'on a un package d'exigences minimales d'expression de besoin, on a une nouvelle étape à réaliser et à réussir, celle notamment de ce que l'on peut appeler dans certains milieux les cahiers de test ou ici les scénarios de conformité, ce sur quoi les éditeurs vont s'appuyer pour vraiment se lancer dans les développements, qu'il nous faut vraiment finaliser, bien formuler. Il faut aussi que l'on package cette prestation de Ségur, ces prestations de Ségur, pour savoir qu'est-ce que l'on va mettre dedans. Donc, c'est l'ensemble de ces réflexions que l'on doit conduire sur les mois de mai, de juin et début juillet, là aussi dans un processus de co-construction, ce qui nous permettra d'atterrir et de construire le prix sur lequel nous, pouvoir public d'État, nous achèterons ces prestations dans le cadre de ce mécanisme d'achat pour compte. Donc, clairement, on a des étapes qui vous sont mises en visibilité ici, celle de fin avril, sur lequel on va
partager avec vous à la fois les documents de dossiers de spécification du référencement d'une part et des appels à financement, ce qui vont permettre de voir un petit peu la vague 2 dans son entièreté, comment on l'envisage, pour enclencher un cycle d'ateliers de co-construction avec vous sur un certain nombre de ces éléments. Et puis, à l'automne, à la rentrée même, probablement vers la première semaine de septembre, une mise en visibilité de ce que l'on pense être le package final prêt à être publié pour une toute dernière itération, toute dernière, en tout cas, collecte de retours avant la publication, la pré-publication des textes prévus à toute fin septembre. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait se dire sur à quel moment va démarrer cette vague 2. Et puis, bien évidemment, là, on ne parle que on va dire de la publication, du chemin qui nous reste à parcourir pour la publication de ce corpus documentaire. Et ce ne sera que le top départ du déploiement de cette vague 2 qui contiendra bien sûr les déploiements sur le terrain et bien sûr le cycle de financement associé et dont l'essentiel de ces efforts se dérouleront en 2024. Alors, peut-être une visibilité sur les nouvelles TF également. Oui, merci Vincent. Oui, effectivement, pour vous informer du lancement des travaux SONS pour les autres professionnels de santé. Vous vous en souvenez certainement, il y a eu un kick-off au mois de janvier qui annonçait le lancement de 3 nouveaux couloirs pour embrasser l'ensemble des professions qui n'étaient pas encore embarquées sur le dispositif système ouvert et non sélectif. Je rappelle, infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, pédicures podologues, sages-femmes et chirurgiens dentistes. C'est évidemment beaucoup de professions. Ces professions, il a bien fallu travailler avec elles. On travaille actuellement par l'intermédiaire de différents cycles, avec aujourd'hui 13 réunions qui sont déjà réalisées, en embarquant l'ensemble de l'écosystème. On parle des éditeurs, évidemment, et des fédérations de professionnels de santé, 29 réunions qui sont déjà planifiées dans le cadre de 3 grands cycles qui donneront lieu en fin d'année 2023 d'une publication des arrêtés. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, une belle mobilisation des pouvoirs publics pour justement embarquer ces professions qui n'étaient pas encore embarquées. Et puis, derrière tout ça, il y a évidemment de gros enjeux, deux chiffres qui sont symptomatiques. Aujourd'hui, on parle de 215 000 professionnels de santé équipés pour accompagner ces nouveaux usages dans le cadre du Ségur. Et derrière tout ça, beaucoup de solutions à référencer, puisqu'on parle aujourd'hui à date de 150 solutions à référencer. Donc évidemment, un beau défi, un beau challenge à relever collectivement pour embrasser tout ce monde-là et évidemment référencer l'ensemble des logiciels. Pour la suite, on se retrouve aujourd'hui à se poser évidemment la question de la vague 2. Vincent en a parlé juste avant moi. On embarque la vague 2 en évidemment prenant en compte ce que vous nous avez dit à propos de la vague 1. Et là, on s'adresse aux éditeurs parce qu'évidemment, on a un effet apprentissage sur la vague 1. Donc, à date, on a, c'est en synthèse ce que nous souhaitions vous partager, 3 grands thèmes en termes de pistes d'amélioration. Le premier d'entre eux, c'est la communication avec un effort que nous avons à mener, nous, collectivement, côté puissance publique, en termes de communication qui aujourd'hui a besoin d'être mieux ciblé pour renforcer notre effort de transparence à destination de l'ensemble de l'écosystème. Donc évidemment, on y travaille déjà et puis on vous proposera certainement des modalités nouvelles. En termes d'accompagnement, et derrière l'accompagnement, on a l'accompagnement évidemment en termes de support. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est améliorer l'ensemble des processus de gestion de support et d'accompagnement globaux en termes de Ségur, en s'adressant évidemment aux éditeurs, mais pas que évidemment, puisque on adresse l'écosystème ESPS et ESMS. Donc là, on parle de support, je vous l'ai dit, du référencement, de la délivrance, la commande et délivrance des cartes CPE et du support global concernant l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont embarqués dans le Ségur. Et puis en termes d'outillage, beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter des problématiques en termes d'outils, notamment sur le sujet du référencement, où les éditeurs nous disaient, certes, vous nous avez proposé un outil qui était nouveau, puisque c'était quelque chose que nous lancions de manière assez innovante, mais il avait des difficultés. Là, aujourd'hui en COSU, on peut vous annoncer qu'en termes d'outillage de référencement, un nouvel outil vous sera proposé pour le traitement de la vague 2, et on aura le temps post-COSU de vous présenter un nouvel outil, notamment pour répondre sur le traitement par l'eau, par exemple. Beaucoup d'éditeurs, notamment, nous avaient fait remonter ces difficultés en termes de gestion et traitement d'épreuves. Voilà en synthèse ce que nous
nous souhaitons vous annoncer en caution, notamment en termes d'apprentissage vague 1. Merci Jean-Christophe. Alors, on a passé beaucoup là de temps sur vague 1 et vague 2 sanitaire, hein, vous l'avez compris, c'est là le cœur du réacteur. On a quand même, alors le médico-social est dans un temps différent, mais voilà, un point de situation à vous faire. Donc, je passe la parole à Morgane, il me semble, pour ce point de situation sur le médico-social. Oui, bonjour à tous. Merci Olivier. Donc, on ne va pas faire un focus en effet très important. On va reprendre simplement tout ce qui a déjà été dit, la vague 2 du Ségur pour le médico-social qui va concerner le champ de l'autonomie, donc MS1 de son petit nom, qui concerne le grand âge et le handicap pour l'hébergement et pour le domicile. Cette vague 2, elle ne pourra se faire en effet que si on a la réussite de la vague 1, et c'est pour ça qu'on le rappelle simplement dans ce calendrier en première étape. On a franchi une étape importante le 15 mars avec 46 solutions aujourd'hui qui sont toujours en course pour le référencement. On a entre 15 et 17 aujourd'hui solutions référencées qui se déploient sur le terrain. Et donc, on a toute une période sur l'année 2023 qui va battre son plein pour que les usages puissent prendre forme et qu'on puisse détecter des sujets qu'il faudrait améliorer et qu'on prendrait directement en effet en compte dans le cadre des travaux de conception de la vague 2. Donc, on est sur une parallélisation. Deuxième semestre de 2023 qui va nourrir en effet avec le déploiement de la vague 1 des travaux de stabilisation du futur DSR et référentiel d'exigence de la vague 2. Alors, si on regarde plus particulièrement le calendrier de la vague 2, on a eu un cadrage en fin d'année dernière avec l'ensemble de l'écosystème qui a capitalisé nécessairement sur ce qui s'est passé sur le sanitaire, c'est-à-dire qu'on va reprendre des enjeux d'interopérabilité accrus avec MS Santé, Mon Espace Santé, DMP, inscrire également des exigences de sécurité SSI et également pouvoir apporter un complément sur la partie cœur de métier, parce que c'est à la fois une demande du terrain d'aller un cran plus loin sur un certain nombre de principes forts sur le plan métier et également des maîtrises d'ouvrage stratégiques nationales, que ce soit sur des nomenclatures utilisables pour le secteur du médico-social ou des objets emblématiques, par exemple le projet personnalisé ou Séraphin dans le champ des nomenclatures, et puis travailler sur un axe fort qui est un gros irritant pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, c'est les remontées de données. Donc, travailler sur le reporting, sur les rapports et envisager une première étape d'automatisation. Voilà donc le périmètre, on va dire, qui se base grandement sur les travaux du sanitaire, mais qui ajoute son petit complément aussi pour répondre aux besoins plus particuliers du médico-social. Le cadrage a été fin d'année 2022. Les travaux de co-construction se mettent en place depuis le mois de mars sous forme de task force avec des itérations. Sur ces différents périmètres. L'objectif pour nous est d'atterrir en septembre 2023 sur une V0 qui permettra d'être frotté au terrain à la fois sur la vague 1 qui se déploie, mais aussi faire des pilotes qui nous permettront de nous assurer qu'on répond bien à un certain nombre de besoins prioritaires. Et pendant toute cette période, on stabilisera les barèmes. Et l'objectif, c'est de pouvoir publier le DSR, le REM et donc les éléments de l'arrêté début 2024, donc en janvier. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes de grandes étapes, en termes d'ouverture de guichets, de déploiement des solutions référencées Ségur vague 2 ? On va avoir un guichet qui va s'ouvrir en juin 2024 avec donc des solutions qui vont commencer à émerger sur le terrain référencées Ségur à partir du deuxième semestre, et puis un déploiement des solutions référencées Ségur vague 2 qui vont battre leur plein entre 2025 et mi-2026. Merci Morgane. Donc du coup là on vient de vous passer le gros bloc, là c'est bon, là vous pouvez vous détendre, la partie SONS est passée. On a un petit focus 3 slides sur, quand je vous mentionnais les leviers là, sur les leviers de financement, où on va revenir sur nos 3 leviers de financement. Je commence à passer la parole à Sandrine Franjol, si tu es bien connectée, pour un rappel de ce qui était dans l'avenant 9, sans présumer de ce qu'il y aura dans le futur, dans les futures dispositions. Est-ce que tu es là, Sandrine ? Oui, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous. Donc, on a fait un petit rappel effectivement des indicateurs d'usage, alors qui figurent dans l'avenant 9. Effectivement, comme vous le savez, le règlement arbitral est en cours d'élaboration. Donc, on aura peut-être des ajustements à la marge, mais a priori, on aura un maintien des indicateurs sur le volet numérique avec une rémunération qui est prévue sur 2023
sur la valorisation de l'alimentation des volets de synthèse médicaux pour la patientèle médecin traitant en ALD. Donc, avec normalement une vérification des indicateurs à fin juin 2023, il y a une discussion en ce moment, effectivement, pour éventuellement décaler la date d'observation des indicateurs au regard du décalage du calendrier Ségur qui vient de vous être exposé. Donc, on reviendra rapidement vers vous une fois que le règlement arbitral sera acté. Et puis, sur le forfait structure, rentre en vigueur en 2023, donc le fait d'avoir un logiciel référencé Ségur qui devient un indicateur socle du volet 1 du forfait structure, donc qui sera observé à fin 2023. Et les indicateurs d'usage, donc que l'on avait neutralisés sur 2022, qui étaient sur l'alimentation du DMP et l'usage de la messagerie de Mon Espace Santé, et 2 nouveaux indicateurs qui rentrent en vigueur en 2023 sur l'usage de l'ordonnance numérique sur les produits de santé et l'usage de l'application Carte Vitale. Donc, on rappelle, vous avez à disposition les 14 solutions référencées dans la vague 1, donc qui vont être pris en compte pour le volet 1 du forfait structure. Et puis, en cours aussi, des éditeurs se sont présentés dans le cadre de la réouverture du guichet de référencement sans financement, donc qui avait été ouvert fin 2022, et donc on suivra aussi la liste des nouvelles solutions référencées qui seront prises en compte aussi pour le volet 1 du forfait structure. Merci Sandrine. Donc ça, c'était donc Sandrine Fanjeune de la CNAM pour la partie médecins libéraux. Je passe la parole à Didier Alain de la CNSA pour le volet médico-social. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolé, ma caméra ne fonctionne pas. Je pense à un sujet de sécurité en basculant sur le SharePoint de l'ANS. Donc, désolé pour la présentation anonyme. Le défi qui se pose au médico-social, évidemment, c'est de partir bien après les acteurs du sanitaire. Et donc, les étapes préalables sont très importantes pour les acteurs du secteur. Évidemment, une grosse étape d'acculturation à l'utilité d'un DUI interopérable. Et j'insiste bien sur le terme interopérable. Le DUI ne fait pas débat, mais le mot interopérable est encore un sujet qui est très discuté sur le terrain par les professionnels sur la capacité à délivrer de la valeur métier. Et puis un deuxième obstacle important à franchir, c'est que vous savez que dans ce programme, on incite et même on oblige les porteurs de projets à se regrouper pour un peu anticiper sur une potentielle mutualisation plus massive dans le secteur médico-social permettant à des maîtrises d'ouvrage d'émerger. Voilà, tout ceci pour rappeler qu'effectivement, il y a 3 défis dans ce programme qui est le premier, c'est de faire monter les gens dans le programme parce que s'ils ne montent pas, ils ne pourront jamais atteindre le financement, jamais atteindre les usages, pardon. Le deuxième défi, c'est de les faire démarrer une fois qu'ils sont montés dans le financement. Et le troisième défi, c'est effectivement de leur permettre d'atteindre les usages. Vous avez une trajectoire en haut qu'on ne va pas détailler, une trajectoire ambitieuse. L'idée, c'est d'embarquer quasiment l'intégralité du secteur, ce qui fait autour de 36 500 établissements. Donc, on est sur des grosses masses. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on est relativement bien sur la trajectoire, c'est-à-dire qu'en termes d'embarquement, en tout cas, les établissements sont présents et les ARS et les grades font un gros travail de labourage du terrain pour pouvoir faire monter les établissements dans le bateau. En ce qui concerne le démarrage et l'atteinte des usages, c'est effectivement beaucoup plus lent. Il y a plein d'explications à ça, multiples et variées. Vous avez sur la planche dans la partie en bas à gauche les progrès qui restent, je dirais, relativement modestes au vu de nos ambitions, mais on a un fort espoir que le rythme s'accélère fortement. On est aujourd'hui à mars 2023 environ pour 430 projets financés et 11 200 établissements qui sont embarqués dans le programme, à environ 4 500 établissements qui ont effectivement démarré leur projet et 300 premiers établissements qui sont en fin de phase de paramétrage, avec à la date un seul établissement qui a atteint la VSR et pas encore complètement les usages. Voilà, vous avez la représentation schématique sur le schéma qui est en bas à droite, avec effectivement une courbe qui augmente au gré des campagnes des fenêtres de financement. On en a maintenant systématiquement 2 à 3 par an dans toutes les ARS. C'est une bonne nouvelle. L'an dernier, il y en avait 2 ou 1 par ARS, ce qui fluidifiait évidemment pas le dispositif. Et puis la proportion d'établissements démarrés, évidemment, augmente progressivement et on espère, et on observe en tout cas sur les tout premiers projets
financé en 2022 qui démarre cette année, une réduction des délais très très forte. Donc on escompte et on espère que cette réduction des délais va se poursuivre pour avoir une véritable accélération du secteur médico-social et donc une contribution importante attendue de ce secteur, notamment aux objectifs Mon Espace Santé, puisque c'est potentiellement un gros pourvoyeur, notamment de projets personnalisés pour alimenter Mon Espace Santé. Merci Voilà, Didier. voilà. Et sans transition, je passe la parole à notre collègue Samia Louissi de la DGOS pour vous faire un point sur le programme SunOS. Oui, bonjour tout le monde. Alors, comme Didier, ma caméra ne fonctionne pas, je suis navrée. Du coup, donc pour SunOS, donc pour le Ségur usage numérique en établissement de santé, quelques chiffres hein, pour l'état existant, et puis ensuite je terminerai mon temps de présentation avec ce qui arrive par la suite. Donc au total, 1811 établissements ont intégré le programme SunOS dans les 3 premières fenêtres du programme. Donc ça représente 64% des établissements sanitaires qui sont éligibles et 83% de l'activité combinée totale correspondante. Donc ce sont des scores tout à fait honorables. Vous avez sur votre gauche hein, une répartition des candidatures par volet. Donc, en fonction des fenêtres, hein, le volet 2 n'était pas disponible en fenêtre 1, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de bleu concernant le volet 2. Donc, une répartition tout à fait attendue, en fait, avec une concentration sur le volet 1, donc consacré à l'alimentation du DMP, puis le volet 2, consacré à l'utilisation de la MSS citoyenne et professionnelle. Donc, un fort engagement hein, des établissements à intégrer le programme. Une majorité des établissements engagés pour atteindre les cibles dans le nouveau jalon de la fenêtre 2 au 31 mars 2023. Ce nouveau jalon a été validé par une instruction. Vous aurez le lien dans la présentation. Une atteinte des cibles hein, pour 525 établissements fenêtre 1 pour l'alimentation du DMP à fin décembre. Et donc aujourd'hui, hein, les candidatures pour la fenêtre 4 sont ouvertes depuis le 1er mars et les établissements jusqu'au 30 avril inclus pour candidater. À date, nous avons déjà 70 dossiers déposés pour la fenêtre 4. En ce qui concerne la suite du programme, donc sur les 2819 établissements éligibles au programme, 873 dont 478 qui ont commandé une prestation SONS ne sont pas encore engagés sur les 3 premières fenêtres de candidature SunOS. Et donc, l'objectif à venir, hein, ça va être bien sûr de mobiliser ces établissements sur la dernière fenêtre du programme, ainsi que ceux qui peuvent candidater sur de nouveaux domaines. Merci. Merci Samia. Écoutez, on arrive à la fin. Avant d'aller sur la slide, les prochains rendez-vous, vous voyez, on fait un peu le grand écart hein, dans ces présentations entre des analyses extrêmement macro avec beaucoup de chiffres. Et puis, en tout cas, j'espère qu'on vous l'a montré, mais on rentre aussi dans l'opérationnel. On va essayer de comprendre c'est quoi le clic qui pose problème, c'est quoi le bug qui pose problème. On a essayé de vous présenter un petit peu l'intégralité de ce point de situation, là, que ce soit micro et macro. Dans les jours à venir, ce qui arrive, c'est d'abord un certain nombre de webinaires qui sont organisés donc par l'ANS, et je vous engage à aller sur la page, le lien qu'on va vous transmettre là, si vous voulez suivre donc un petit peu tout le SAV des annonces qui ont pu être faites au cours de ce COSUI. Élément très important, à la mi-mai, donc aujourd'hui il y a encore les concertations, vous pouvez encore faire des retours hein, sur la partie… Je crois que c'est la phase de concertation, je crois qu'elle s'est terminée sur la partie en ligne. Bon, si vous avez les bons emails, vous pouvez je pense encore glisser les bonnes idées. En tout cas, il y aura l'annonce de la feuille de route, on n'a pas encore la date précise, mais aux alentours de la mi-mai, donc cette feuille de route qui va nous engager là hein, sur les 4 prochaines années sur le numérique en santé. Et puis le 15 juin, on maintient hein, ces conseils du numérique en santé, donc il y aura la 9e édition du conseil du numérique en santé. Et puis sur le Ségur, on maintient également hein, donc ces rendez-vous, le comité de suivi, donc avec le prochain comité de suivi qui sera le mercredi 13 septembre à 9h30. Donc j'enverrai là les invitations probablement cet après-midi pour ce prochain comité de suivi. Ce que je vous propose, on avait des mains levées, on a eu beaucoup de questions dans le chat, donc c'est qu'on commence par peut-être les questions qui ont été posées par écrit. Je pense qu'on devrait avoir le temps de traiter probablement l'immense majorité et on réserve quelques minutes à la fin pour ceux qui ont levé la main. Alors, on essaie de les organiser là, donc je pense qu'on diffusera avec le support qui vous a été présenté là, la partie écrite de ce qu'on va vous raconter oralement. Donc, il y avait des questions sur Mon Espace Santé.
Alors déjà, notamment sur à la fois le nombre d'activations, est-ce qu'il y avait des actions d'incitation pour les patients? Donc là-dessus, je rappelle le chiffre qui avait été donné, hein, c'est aujourd'hui environ 12% des usagers ont activé, c'est-à-dire sont allés sur la page Mon Espace Santé. Est-ce qu'il y a des actions d'incitation? Oui, notamment parce que même si vous n'y êtes pas allé, si un professionnel de santé alimente votre espace santé, vous recevez une notification. Normalement, va vous inciter en tout cas à cliquer dessus. Y compris sur votre email perso, c'est-à-dire tous ceux dont les caisses d'assurance maladie possèdent l'email perso, en fait, la notification est envoyée sur ce mail perso. Évidemment, le document de santé n'est pas transmis dans cette notification. Il y avait une question particulière sur le cas d'un proche qui a accès à des résultats d'autres patients. Donc ça, là-dessus, et qui pourrait rectifier de soucis. Donc ça, alors évidemment, on ne connaît pas le dossier précis, mais c'est assez probable qu'il s'agisse d'une erreur de qualification de l'identité. En tout cas, le bon premier réflexe, hein, c'est de contacter le 3422, donc qui est le support de Mon Espace Santé, hein, et la procédure est en place. Notamment pour que la CEPAM puisse se rapprocher du médecin du professionnel de santé qui a alimenté ce document pour que ça puisse être corrigé. Et puis, on avait une autre question toujours sur Mon Espace Santé. Entre le nombre de Mon Espace Santé réellement actifs ou créés, ceux utilisables par les PS, etc., on a souvent des questions. Donc là-dessus, hein, ce qu'on peut vous dire, alors je pense que côté assurance maladie, toutes ces statistiques sont en train d'être affinées. Mais en gros, aujourd'hui, on a de façon certaine, là, presque 66 millions de comptes en espace santé ouverts. Hein. On a moins de 2% des assurés contactés qui se sont opposés à la création. On a peut-être encore 1 ou 2% de la population qui sont des populations sur lesquelles l'assurance maladie ne disposait pas d'informations de contact, soit postales, soit électroniques, pour lesquelles, là, pour le coup, il n'y a pas eu de création. Voilà, donc on vérifiera là les chiffres avec les collègues de l'assurance maladie, on diffusera avec le support, là, mais en gros, on est quelque part entre 95, 96, 97% de la population. En tout cas, on a bien ce chiffre de 65,9 millions de comptes ouverts. Je crois que, sauf erreur, alors pourrait-on avoir le nombre de documents envoyés par des usagers dans Mon Espace Santé? Alors, c'est vrai que dans le Ségur, hein, la mission du Ségur, c'est d'aider les professionnels et les établissements à alimenter l'espace santé du patient. Donc, c'est pour ça qu'on regarde que les documents envoyés par les professionnels. Donc, évidemment, le patient peut lui-même uploader dans son espace santé un certain nombre de documents. Je pense que ces informations sont tout à fait disponibles. Il se trouve qu'on les suit moins dans le Ségur, mais on pourra évidemment le compléter avec le support diffusé. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent en même temps là, sur le document partagé. Est-ce qu'une nouvelle campagne de communication sur Metz est prévue pour cette année? Ça, je ne sais pas si je vois que Raphaël est connecté ou côté assurance maladie, Sandrine. En tout cas, je n'ai pas la réponse précise là. Si on l'a pas en live, on la mettra dans le document écrit. Oui, alors c'est Sandrine Frangel, côté assurance maladie. Effectivement, hein, on réfléchit à une campagne vers les usagers, sans doute au moment de l'été ou un peu avant l'été, mais beaucoup plus concrète, je dirais, et appuyée sur des exemples d'usage, donc en complément de la campagne grand public qu'on avait eue l'année dernière, et des campagnes aussi, nouvelles campagnes auprès des professionnels de santé, en cohérence avec le calendrier Ségur qu'on vient de voir, donc plutôt à la rentrée après les congés d'été. Mais voilà, effectivement, ces campagnes sont prévues avec des outils plus pratico-pratiques, et surtout, on veut effectivement s'appuyer sur les usages qui ont commencé. Notamment, on a des usages là et recensés avec les établissements pilotes de Mon Espace Santé, mais on veut compléter aussi avec des premiers usages villes pour rendre les choses plus concrètes au niveau des usagers et du coup augmenter aussi les activations parallèlement à l'augmentation de l'alimentation qui va intervenir via le dispositif Ségur. Ah, du coup, je vois qu'il y avait une autre question là sur l'aspect de nombre de. Merci, pardon, Sandrine déjà. Sur les nombres de DMP ouverts, activés, existants. Là, ce que je propose, c'est qu'on mettra un petit écrit là en lien avec la présentation là, pour apporter toutes les réponses. Il y avait ensuite un volet de questions plutôt sur le calendrier que j'ai présenté tout à l'heure. Hein. Donc, du coup, est-ce qu'on peut communiquer auprès de nos clients? Alors, j'imagine que c'est un éditeur qui pose la question. Donc, oui, évidemment. Hein, tout ce qu'on vient de dire là est public. Le support 1 sera mis à jour là, dans la journée, je pense, sur l'Agence numérique en santé. Et puis, il y a toutes les actions d'information que va mener l'Agence numérique en santé, l'Agence de services et de paiement auprès de tout l'écosystème. Donc, évidemment, tout ça peut être tout à fait partageable. D'un point de vue formel, les dispositions qui nécessitent une évolution réglementaire n'entreront en vigueur qu'à la date de parution au JO de l'arrêté.
qui sera normalement dans les tout prochains jours ou la semaine prochaine. Une question qu'on a souvent sur les délais du SONS versus les délais de SONES. Donc, je rappelle, ces dispositifs sont indépendants. Il y a le programme SONES d'un côté, les programmes SONS de l'autre. Donc, toute décision de l'un n'entraîne pas décision de l'autre. Notamment, celle-là, on rentrait dans un niveau de complexité à peu près ingérable. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, il y a 15 à 20% de l'activité hospitalière qui n'a pas commandé sa mise à jour Ségur, donc qui ne sera pas équipée à l'issue de la vague 1. Et donc, effectivement, pour eux, la bascule dans les usages numériques sera probablement soit plus compliquée, ou en tout cas se fera dans un second temps. Et puis, Samia a rappelé tout à l'heure qu'on avait encore des candidats potentiels pour les fenêtres, la dernière fenêtre de SONES, avec des ES qui ne sont pas encore engagés dans le programme, alors même qu'ils disposent d'un bon de commande. Sur les sujets toujours de vague 1... Je peux prendre, si tu veux, la partie de déploiement, là? Ah bah allez, vas-y, je te laisse. Ouais, donc il y avait une question, là, apparemment une pratique, un éditeur qui demande et qui impose même qui est la formation qui soit réalisée par tous les professionnels avant d'activer l'ensemble des fonctionnalités. Alors, c'est un problème qui a été rappelé par Sandra, cette question d'accompagnement. Il est assez important, c'est des nouveaux usages. Moi, je l'ai connu en tant qu'éditeur. Il y a parfois, en fait, c'est normal, on impose que les personnes soient formées avant d'activer les logiciels. C'est pas choquant, évidemment, s'il y a 200 personnes et 199 qui sont formées et que le dernier, il vient une fois tous les 6 mois. Bon, là, on est dans une pratique abusive. Par contre, c'est pas choquant. Au contraire, on a plutôt un déficit d'information à date. Donc, que l'éditeur demande, c'est notamment du e-learning, ça peut être fait à n'importe quel moment de la journée, que l'éditeur demande à s'assurer que les professionnels aient bien suivi la formation. Moi, je ne suis pas choqué de ça. Pour autant, on sait que le temps des professionnels est précieux et on voit qu'il y a une grande divergence dans le e-learning. Ça va de 20 minutes à 5 heures selon les logiciels. Donc, ça fait également partie des sujets sentinelles sur lesquels on travaille. De maximiser l'efficience, entre guillemets. Pour ceux qui utilisent YouTube, je vous encourage le x2. On est des adeptes du x2 YouTube dans l'équipe. Alors, on a une question qui est est-ce que ça sera obligatoire post-vague 1 Ségur de fournir les fonctionnalités Ségur dans les futurs logiciels sans surcoût? Alors, la réponse réglementaire, c'est non, à date. C'est-à-dire que les éditeurs peuvent très bien, aujourd'hui comme demain, puisque déjà les prises de commande là sont passées pour la version Ségur, donc potentiellement facturer ces versions. À titre personnel, je ne recommanderais pas aux éditeurs de maintenir 2 versions, une Ségur et une non Ségur. On le voit, ça crée des énormes difficultés, cette divergence de versions. Si je fais la version courte, on reste un petit pays, on est des petits éditeurs. Maintenir plusieurs versions concurrentes comme ça dans une gamme produit, on le voit, en fait, ça crée beaucoup de problèmes en fait, opérationnels. Par ailleurs, et on ne se l'est pas caché, je l'ai mentionné en introduction, on va rendre opposables progressivement toutes ces fonctionnalités-là. Donc, voilà, en gros, la trajectoire, c'est clairement que tout ça soit obligatoire dans un temps relativement court. Si on prend strictement réglementairement à date, ça n'est pas encore pour une partie de ces fonctionnalités. Il y en a qui le sont déjà, notamment par exemple l'INS, entre autres. Ensuite, alors je prends la question suivante, désolé, je n'ai pas tout regardé. En biologie médicale, le déploiement est fait au niveau du DPI dans la plupart des cas, pas directement au laboratoire. Plus quelques problèmes avec certains éditeurs. Alors, donc les dispositifs qu'on a lancés, ils sont distincts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est très souvent, et d'ailleurs nous c'est comme ça aussi qu'on a choisi notre articulation, des éditeurs et donc des prestataires différents qui font d'un côté la gamme, la GAP à l'hôpital, le DPI, la fonction de PFI, alors qui parfois est raccroché au DPI, parfois non. Et en effet, évidemment, les logiciels de biologie et puis de radiologie, même combat, sont, je crois, quasiment exclusivement toujours des éditeurs différents. Donc clairement, on a des rythmes différents, on a des déploiements différents. Je réponds aussi à une autre question que j'ai vue. On sait que tout n'est pas déployé. Et donc, évidemment, un client, un hôpital, un labo qui n'aura pas bénéficié de la vague 1 pourra évidemment faire une commande vague 2. Et évidemment, la vague 2, on prévoira le cas pour venir financer en fait ceux qui n'auraient pas bénéficié de la vague 1. Donc là, je réponds probablement à plusieurs des questions qui ont déjà été posées. Un client d'un éditeur qui
pour des tas de raisons, n'auraient pas bénéficié de la vague 1. Évidemment, et vous avez vu, hein, les timings sont tels que on embraye juste derrière sur la vague 2. Ça permettra d'équiper, entre guillemets, ceux qui n'ont pas eu la vague 1. Et on va essayer évidemment de rendre cette possibilité attractive pour s'assurer qu'on n'oublie, entre guillemets, personne sur le chemin. Je continue. Donc, le modèle de VA est-il déjà en ligne? Il le sera dans la journée. Ensuite, donc vous stipulez que l'éditeur n'est pas censé refacturer le client si les échéances n'est pas respectées. Et donc, si les subventions ne sont pas versées, quid du cas où l'échéance n'est pas respectée à cause du client, dont l'infrastructure n'est pas prête pour finaliser l'installation. Vas-y. Donc, c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Il y a la première logique, le premier message, c'est les engagements réciproques. Donc, ça marche bien. Il faut être deux pour danser le tango. Donc, il faut un éditeur qui fait son boulot et un client qui se rend disponible ou qui fait ce qui est de son côté pour que ça puisse être mis en œuvre. Et tout ça dans les temps. Dans le cas d'espèce théorique qui est posé, donc là, dans ce cas-là, je comprends que la prestation ne sera pas livrée selon le cadre réglementaire. Donc, en gros, la prestation n'a pas été livrée. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que l'agence de services et de paiement va enclencher les procédures de recouvrement des fonds publics qui ont été versés au titre de l'avance. Pour le coup, la prestation n'a pas été réalisée. Je vous rassure, en tout cas, évidemment, comme d'habitude, dans ce genre de choses, il y aura une procédure contradictoire. Donc, ça veut dire que l'éditeur aura la possibilité de faire valoir son argumentaire du pourquoi la prestation n'a pas été livrée. Donc, dans ce cas-là, il expliquera que c'est son client qui n'a pas mis à jour son infrastructure ou ce genre de choses. Et donc, du coup, il y aura des décisions qui seront prises par les guichets ASP et ANS pour dire est-ce que ce point est entendable ou ne l'est pas. Voilà. Et le message en plus que je voulais faire passer là-dessus, donc ça, c'est comment on traitera les situations éventuellement de conflit. Notre premier objectif, c'est de travailler plus en amont pour anticiper toutes ces situations-là. Encore une fois, on va le suivre semaine après semaine. Il y aura de moins en moins de solutions non résolues. On agira le plus en amont possible pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation avec des responsabilités un peu entremêlées. Donc voilà, donc encore une fois, engagement réciproque. La procédure de mise en recouvrement, elle intègre une phase contradictoire, évidemment. Donc l'éditeur pourra faire valoir ses arguments. Il y aura ensuite des décisions qui seront prises. Et puis, objectif collectif qu'on se donne, c'est comment on anticipe au mieux ces situations. Encore une fois, à la fin, il restera 3 situations compliquées. Évidemment, on les regardera dans le détail, à la fois côté client et côté éditeur. Voilà, j'avance. Il y avait une autre question sur éventuellement les établissements qui n'ont pas bénéficié du SONS vague 1. Donc là, même réponse. Évidemment, là, la priorité, c'est la vague 1. Mais ensuite, donc, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'un client non vague 1 puisse tout de même bénéficier des fonctionnalités vague 1 à travers la vague 2. Il y avait une question sur la modification des seuils en MDV et l'impact sur la MOM. Donc oui, bien entendu, évidemment, on va mettre à jour, c'est peut-être déjà le cas, le document. Cet après-midi, excusez-moi. Voilà, alors j'avance. Alors, une question sur la qualification de l'INS. Juste, attends, il y a une question qu'on a sautée qui est importante là. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelait le volet d'aptitude, n'est pas réalisé par le PS dans les temps. L'éditeur peut-il réclamer C'est la vérification d'aptitude. Alors, je rappelle, donc, encore une fois, si la VA n'est pas réalisée dans les temps, encore une fois, non, l'éditeur, c'est la mesure réglementaire que j'évoquais tout à l'heure. Une prestation qui n'est pas livrée dans le cadre prévu réglementaire, interdiction de, entre guillemets, se retourner vers le PS pour exiger un paiement. Voilà. Si vous estimez que, entre guillemets, c'est pas la faute que l'éditeur estime que ce n'est pas sa faute, il aura la procédure contradictoire auprès de l'agence de service et de paiement pour pouvoir valoir son argumentaire. Dans tous les cas, il serait évidemment inentendable qu'un médecin, un hôpital qui a signé un bon de commande de bonne foi en se disant ça c'est financé par le Ségur, ce qui était évidemment prévu, se retrouve ensuite avec une facture à honorer potentiellement significative, y compris pour des raisons parfois indépendantes de sa volonté. Alors, j'en passe à la question de Bruno Gauthier sur l'INS et le fait que les laboratoires pourraient ne pas faire confiance à une INS qui aurait été qualifiée par la procédure dite d'exception. Alors, je rappelle, c'est un point important. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de pédagogie à ce sujet-là sur la qualification de l'INS. Je vais simplifier. En gros, aujourd'hui, pas d'INS, ça fait que chaque patient, quand il va dans un hôpital différent et chez un médecin différent, en fait, il a un numéro de dossier numérique différent. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui sans INS. C'est quoi cette qualification d'INS? En fait, ça revient à raccrocher le numéro de dossier que vous avez localement pour votre patient
avec ce numéro national. Et donc, quand on qualifie l'INS, à la fois, on raccroche ce numéro national au numéro local, ce qui permet d'échanger avec les collègues, et puis on s'assure qu'on a la bonne personne en face de soi. Là, ce que mentionne Bruno, je pense que c'est éventuellement une ambiguïté qu'on souhaite lever, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un collègue qui a éventuellement qualifié une INS qu'elle devient automatiquement qualifiée dans votre propre système d'information. C'est-à-dire si elle est qualifiée dans l'hôpital local et que vous travaillez à 5 km de là en biologie ou médecin de ville, on vous envoie un document qualifié. Ce n'est pas pour ça que, entre guillemets, vous qualifiez automatiquement l'identité du patient chez vous. Chacun doit faire cette démarche parce que, évidemment, chacun a son propre numéro dans son système d'information. Voilà. Alors, il y a des exceptions qui, à ma connaissance, n'ont pas été mises en œuvre. Mais donc là, ça nécessite justement, hein, c'est un peu le message qui est derrière, ça nécessite d'avoir un contrat, en fait, entre typiquement le labo de bio et l'hôpital ou le cabinet de radio et l'hôpital. Lorsque vous souhaitez faire confiance à la procédure de qualification d'un collègue, et ben là, ça doit passer par un contrat. Donc, entre guillemets, par défaut, il n'y a pas de confiance automatique dans la qualification d'un confrère ou d'un collègue. Juste, je vois qu'on vient de dépasser l'horaire prévu. Ce que je propose, c'est qu'on en prenne encore quelques-unes, voire les plus marquantes. Et évidemment, celles qu'on n'aura pas eu l'occasion on fera de toute façon un écrit avec l'ensemble des questions-réponses. On se permettra d'anonymiser celui qui pose la question. Il y a une remarque dans le commentaire en disant la question apparaît comme venant de moi alors que ce n'est pas moi. Donc, on l'anonymisera pour faire plus simple. Tout à fait. Du coup, peut-être sur l'aspect… Alors, il y avait une question, je prends en direct, il y avait la question sur ne serait-ce pas pertinent d'aller au-delà des médecins pour les procédures d'alimentation et d'inclure les professions paramédicales. Donc, évidemment, vous l'avez vu, hein, la réponse est oui, évidemment. On a fait ces choix hein, de fonctionner. On ne pouvait pas adresser tout d'un coup. Donc, on a démarré par, nous, on appelle ça un peu le cœur là, du parcours de soins. Et vous avez compris, là, on l'étend aujourd'hui. Donc, la réponse est évidemment oui à cette question. Je me vais en parler de ce pas aux orthophonistes. Voilà. Merci, Sandra. Sur l'aspect synthèse du DMP utile pour tous, il y a deux éléments de réponse. Hein. Il y a un élément sur la synthèse du contenu du DMP. Il y a un sujet, c'est normalement le médecin traitant et des financements sont disponibles pour ça, hein, doit élaborer le volet de synthèse médicale qui permet d'avoir une vision de synthèse du contenu. Et puis, le deuxième élément de réponse, c'est ce que doit apporter la vague 2 pour venir faciliter l'interrogation du DMP directement depuis son logiciel, y compris sans clic, savoir en un coup d'œil s'il y a des choses nouvelles, des choses qui doivent attirer mon attention de moi, médecin. Donc, c'est ce qui permettra aussi d'avoir cet aspect plus synthétique du contenu des DMP une fois maintenant qu'il commence à être rempli. Voilà, alors il y a une autre remarque sur le fait que l'usage de mon espace santé, des données qui sont dedans, dépend évidemment de chacune des professions. Donc ça, je pense que c'est encore un peu des travaux qui sont devant nous. Et nous, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est en fait de faire en sorte que les logiciels soient paramétrables. C'est-à-dire que je pense à un anesthésiste, à un chirurgien, à un pharmacien, bon, je ne vais pas tous les faire, évidemment, ils ne vont pas porter la même attention à la même nature de document. Et donc, que chaque profession puisse configurer son logiciel pour dire, en fait, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a déjà eu une chirurgie de l'épaule parce que je vais faire ce type de chirurgie maintenant, etc., etc. Et donc, en effet, que ce ne soit pas, en gros, dans le logiciel, un grand déversoir de tout ce qui se trouve dans le profil Mon Espace Santé du patient, mais que ça soit, entre guillemets, automatiquement filtré par les types de documents qui intéressent le professionnel. Et on aura probablement des travaux là, hein, dans les task force pour arriver à affiner en fait, ces paramétrages par défaut pour les uns et les autres. Évidemment, on sait bien que ce contenu de tout le parcours de soins, il doit être ciblé et filtré pour l'ensemble des professionnels. Je me suis envie de regarder, si je vais directement aux questions qui passent les plus structurantes pendant le temps. Tu regardes, il y avait une question sur en établissement de santé, doit-on recueillir un consentement à l'alimentation de l'espace santé du patient? Je me suis d'accord, c'est une question importante. Ouais. Alors, ce que je veux dire est vrai en établissement de santé, mais partout ailleurs. Hein. Je rappelle, besoin pour l'alimentation d'informer et d'avoir la non-opposition du patient. Je rappelle que en ce qui concerne l'alimentation, le patient a besoin d'évoquer un motif légitime à l'appréciation du professionnel de santé. Évidemment, pour la consultation, pareil, besoin de l'informer et d'avoir une non-opposition du patient. Là, dans ce cas-là, dans le cadre de la consultation du DMP, le patient peut s'opposer sans avoir besoin de donner un motif légitime. Alors, pendant que tu en cherches une autre, je donne un élément de réponse. Il y a une question sur SONES en disant est-ce qu'on a de la visibilité sur la suite de SONES? Alors, donc, le programme SONES, il se termine à fin 23. Donc, fin 23, ça sera la fin de la 4e fenêtre pour l'atteinte des cibles d'usage. Vous savez qu'en parallèle, fin 23, c'est aussi la fin du programme Open.
Et donc, évidemment, hein, on est en train aujourd'hui de construire la suite de ces programmes, parce qu'on sait que la transformation numérique du champ hospitalier, elle est évidemment pas terminée. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en train de se mener là, au sein des pouvoirs publics, en lien avec la feuille de route 23-27, hein, dont on a eu l'occasion de présenter les premiers projets là, il y a quelques semaines, et puis en lien aussi avec les travaux de préparation budgétaire pour l'exercice 2024. Donc je pense qu'on aura l'occasion à la fois de concerter sur le sujet, particulièrement l'écosystème hospitalier dans les prochaines semaines, prochains mois sur le sujet. Alors, il y avait une question sur le ProSanté Connect et l'obligation de distribuer des téléphones portables à tout le personnel hospitalier, avec une remarque qui dit c'est l'échec garanti. Alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est qu'on intègre aussi, alors spécifiquement pour l'accès au DMP, un mode qui s'appelle Air simplifié. En gros, ce mode-là, ça permet de reposer sur les moyens d'identification électronique de l'établissement de santé, avec un certain niveau de garantie, c'est-à-dire qu'on soit sur des niveaux ce qu'on appelle à 2 facteurs, mais à partir du moment où l'établissement met ça en place, du coup, nous, on fait confiance à l'établissement, et donc, vous pouvez utiliser ce mode de connexion, qui n'est pas le mode de connexion ProSanté Connect. Ensuite, pour l'utilisation de ProSanté Connect, en fait, donc la carte CPS reste possible, et on va étendre en fait ce moyen physique à d'autres médias, comme par exemple des clés FIDO. Alors, je ne suis pas un pro de tous ces médias qui permettent de se connecter, mais en gros, l'idée derrière, c'est de dire les établissements, on va leur offrir en gros un panel de deuxième facteur possible. Le téléphone en est un, ces clés FIDO en est un autre, la CPS en est un autre, etc. Et chacun mettra en œuvre en gros celui qui le souhaite. Et par ailleurs, moi, à titre personnel, j'ai refusé d'avoir 2 téléphones et j'utilise le même pour faire les 2. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent avec le même téléphone. Finalement, honnêtement, c'est beaucoup plus pratique. Alors, épuisé pas mal. On en avait, je vois qu'on en a épuisé pas mal. On a épuisé le timing. On a épuisé le timing. On a dit qu'on prendrait quand même 2-3 questions à l'oral qu'on a pour le moment mis de côté. J'en propose juste, qu'on peut répondre là, sur le forfait structure, sur le côté logiciel référencé Ségur. On avait déjà eu l'occasion de communiquer là-dessus, donc je le précise. Certains praticiens utilisent un DPI. Donc notamment, j'imagine, un médecin libéral travaillant dans une clinique et sur lequel son travail, c'est le DPI de la clinique. Donc ça, je rappelle, hein, l'assurance maladie pourra le confirmer. Dans ces cas-là, si la clinique est équipée d'un DPI version Ségur, évidemment, ça permet, entre guillemets, de cocher la case. L'important, c'est est-ce que votre outil de travail est numérique et bien référencé Ségur. C'est un LGC si vous êtes un médecin libéral. Si vous êtes un radiologue, c'est évidemment un RIS. Est-ce qu'il est référencé Ségur? C'est ça qui compte. Et si vous êtes dans un contexte où en fait, vous utilisez un DPI hospitalier, c'est est-ce que ce DPI est référencé Ségur? Allez, on prend les 2 mains levées et puis on s'arrête là. Ça vous va peut-être très rapidement. Alors, j'ai M. Pascal Legris et ensuite M. Lionel Barraud. Pardon. Monsieur Legris. Bon, du coup, on passe directement à M. Lionel Barraud. Ouais, merci à tous. Donc évidemment, on est très motivés pour ces projets-là. Alors, plusieurs éléments. Je ne sais pas si ça avait été répondu comme question, mais j'ai un souci avec un collègue qui a accès à des résultats, à des informations d'un autre patient, de même toute une famille de patients, sur son espace santé. Donc éventuellement, si quelqu'un, à l'issue de cette réunion, peut prendre contact avec moi, ce serait bien pour qu'on puisse essayer de voir si ce problème-là est ponctuel ou autre. J'ai également, donc on a parlé de la synthèse, mon espace santé, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, alors pas dans la vague 1, mais la synthèse, c'est d'avoir instantanément le panorama de toutes les informations antécédents, les derniers résultats biologiques, le dernier compte-rendu médical, les médicaments pris. Voilà, 5 ou 6 petites fenêtres, mais qui soient accessibles en une fois et que ce ne soit pas à l'éditeur de le développer, parce que sinon, chaque éditeur va faire. C'est une discussion qu'on avait eue avec certains de vos collègues dans une autre réunion avec moins de personnes. Mais ça, je pense que c'est vraiment essentiel parce que c'est comme ça que tous les professionnels de santé pourront utiliser l'outil. On a un souci qui a été détecté depuis la mise en place. Alors ça, c'est de la MSS sur ApiCrypt. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Apicem, un éditeur au bout du fil, mais depuis quelques semaines, quelques mois, 3 mois, je dirais, les médecins reçoivent nos résultats biologiques par bolus, parfois plusieurs heures après qu'on l'envoie. Résultat des courses,
c'est très embêtant parce que les patients le reçoivent en temps réel. Donc, ils appellent le médecin, parfois un peu inquiet. Le médecin n'a pas les résultats, donc c'est compliqué. Il doit demander au patient de renvoyer les résultats. Enfin bref, ça fait perdre du temps à tout le monde, en plus de l'angoisse. Et accessoirement, en plus, il y a certains de nos résultats qu'on valide en fin d'après-midi qui arrivent le soir, ce qui fait que peut-être que ces résultats ne seront pas vus et donc on perd une journée sur une éventuelle prise en charge. Je ne parle pas des urgences vitales où de toute façon le biologiste appelle le médecin. Je parle vraiment des autres situations où on perd un peu de temps. Alors, c'est probablement pas lié au ministère, c'est peut-être lié à un lien entre MSS et l'éditeur Apicem, mais en tout cas, je suis allé voir plusieurs médecins qui m'ont dit la même chose. Donc là, il y a peut-être un travail de fluidification à faire. Et puis, bon, l'hôpital, on en a parlé un petit peu. Nous, on est toujours un peu en difficulté avec des envois qui sont encore fax, des résultats qui arrivent dans différents bureaux, le médecin qui n'a pas toujours les résultats ou qui doit vérifier les résultats et fax et MSS de l'autre côté pour vérifier qu'il n'ait rien loupé, ce qui fait perdre du temps médical, secrétaire, etc. Il y a vraiment un travail et je sais que ça manque de ressources. Alors, bien sûr, biologiste, je suis d'accord avec Carole Poupon, on est toujours d'accord de toute façon sur tous ces sujets-là, mais en plus, on a des problèmes de ressources d'informaticiens à l'hôpital. Je le vois, je n'arrive pas à avoir un rendez-vous moi, avec l'informaticien de l'hôpital le plus proche de chez moi, alors que je peux voir le directeur sans difficulté. C'est quand même pas tout à fait normal. Et alors, c'est peut-être pas tous les hôpitaux, mais je pense vraiment qu'il y a un travail à faire sur les RH informaticiens à l'hôpital pour être beaucoup plus agile. Et ce n'est pas la faute des praticiens, bien sûr, c'est vraiment la structure. Et puis enfin, je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant sur le coût des éditeurs. Alors, je ne sais pas ce qui est en lien avec ce Ségur du numérique, parce que normalement, c'est pris en charge sur tout ce qui est développement, déploiement, et le ministère a fait un travail là-dessus, on vous en remercie. Mais malgré tout, il y a certains éditeurs qui augmentent de tarifs à des prix astronomiques. Alors, quel est le poids lié au Ségur du numérique ou autre? On ne sait pas. En tout cas, c'est quelque chose qui devient prohibitif pour certains laboratoires, surtout avec les baisses de nomenclature. Donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet à voir, mais très ouvert avec les éditeurs. Ce n'est peut-être pas tous les éditeurs, mais je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant sur ce coût de production chez les éditeurs, pas juste pour la mise en place, mais au quotidien, parce que si ça se répercute sur le professionnel de santé, ça risque quand même d'être un peu délicat. Voilà, merci à tous. Merci pour ce travail. Alors, merci. Ça tombe bien que ce soit la dernière question. On va essayer d'aller assez vite là, pour les réponses. Je pense pour les questions des documents en conflit, c'est vraiment tout l'objet des procédures INS qui ont été mises en place. Donc, on va venir voir là, concrètement parlant, le problème. Mais c'est quand même le but justement qu'on n'ait pas ce genre de situation qui arrive. Donc, je pense qu'il faut aller concrètement sur le terrain, là, comprendre ce qui se passe. Sur le sujet, alors, vous avez dit plusieurs choses sur l'aspect avoir une vision synthétique de patient, qui est plutôt le volet de synthèse dont on sait, vous l'avez rappelé, que c'est beaucoup d'efforts quand même de réaliser ce volet de synthèse, notamment par les médecins généralistes, et qui par ailleurs est financé là dans le cadre de tous les patients ALD par l'avenant 9, qui devrait, enfin j'espère que je ne prends pas trop de promesses, mais qui devrait figurer encore dans l'extension de la convention. Donc ça, voilà, on sait que ça va prendre du temps. Et par ailleurs, vous avez dit une autre chose qui est, en fait, on aimerait bien avoir une vision un peu synthétique, antécédents, chirurgie, pour un biologiste, évidemment, les derniers examens de biologie. Donc ça, c'est un des buts, normalement, c'est de travailler dans chacune des task force, c'est d'arriver à avoir justement cette vision et de se dire, j'ai pas à la suite les 40 derniers examens, y compris la prescription d'aspirine, y compris que vous, probablement, vous n'en avez rien à faire, mais de se dire, en fait, c'est quoi les gros événements, en gros les hospitalisations, ça peut-être connaître la dernière. C'est quoi, pour le coup, peut-être pour vous, les examens de bio, parce que là, les derniers, c'est peut-être important pour vous. Mais même pour tout le monde, mais vous résumez parfaitement bien. En gros, donc ça, c'est le but. Après, voilà, il y a ce qui est difficile, on a beaucoup d'échanges là avec les éditeurs, parce qu'on a évidemment cette demande, et en face, il y a des éditeurs qui ont déjà travaillé sur certaines manières de présenter cette information. Et donc là, ce qui est difficile pour nous, c'est d'arriver à avoir une écriture qui permet d'aller dans le sens que vous souhaitez tous collectivement. Là, je pense que vous parlez un peu au nom des professionnels de santé, et en même temps, qui percute pas trop ce qui a déjà été fait par certains éditeurs. Donc, c'est en gros, si je simplifie, c'est là où ça frictionne aujourd'hui avec les éditeurs, c'est d'arriver à avoir le bon niveau de rédaction qui permette de faire ce que vous dites d'une manière suffisamment bien spécifique pour que vous soyez satisfait à la fin. Sur le sujet, alors je ne sais pas si c'est un sujet Apicem, donc je ne sais pas s'il faut citer ce point, mais en tout cas, il faut qu'on instruise. C'est le revers de la médaille des informations qui circulent maintenant assez rapidement. Quand il y a un maillon de la chaîne qui va plus lentement et que le patient est informé, ça peut créer ce que vous mentionnez là. Donc je pense nous, on a eu un retour déjà de cette nature, donc faudra qu'on voit, mais en tout cas, on n'a pas instruit, donc je ne peux pas vous donner les informations là à date.
Après, sur ce que vous dites, alors je vais prendre un petit peu de recul là, parce qu'il y avait beaucoup de remarques dans ce que vous disiez sur l'hôpital, les difficultés rencontrées, le fait que l'information arrive parfois par fax, parfois par MS Santé, etc. Si j'essaye de prendre du recul par rapport à tout ça, on sait qu'en fait, individuellement, un hôpital, un labo a beaucoup de mal pour avoir un levier auprès de son éditeur pour simplifier ses procédures. Donc, en fait, à travers ce Ségur, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire on remonte à un niveau de discussion où nous, en gros, on se fait vos porte-paroles à chacun, et c'est le but de cette task force-là qu'on a animé, pour arriver justement à faire que les logiciels évoluent dans le sens qui est pertinent pour vous, et faire en sorte qu'en fait, quelque part, il n'y ait pas la complexité qui soit répercutée sur tous les informaticiens, que ce soit dans les soit dans les labos, etc. Alors, évidemment, on n'y arrive peut-être pas parfaitement, mais en gros, nous, notre but, c'est de dire, en fait, toute cette complexité qui peut être mutualisée, on essaye de se la prendre, on se la prend nous, et ensuite, on essaye de simplifier les procédures, de rendre les logiciels plus interopérables, pour qu'il y ait moins de travail à titre individuel sur chacun des DSI de ce pays. Donc, c'est une démarche qui est probablement au long cours, mais c'est ce qui se cache derrière, en gros, ce Ségur, c'est de dire, voilà, on sait qu'individuellement, vous pouvez pas peser. Par contre, collectivement, avec nous, on peut arriver à formuler ces demandes et faire en sorte qu'on réduise ce travail un peu sur les uns et les autres. Donc, et là, je vois qu'elle a la précision de la conversation, mais il y a aussi des actions, des réflexions plus structurelles sur comment on améliore l'attractivité des fonctions numériques à l'hôpital. Donc, il y a des travaux en cours avec la DGOS. C'est dans les projets de feuille de route, c'est un des axes très mis en avant. On sait qu'on a un sujet collectif d'attractivité de la filière numérique en santé au global. On ne transformera pas par le numérique sans RH en qualité et en quantité suffisante dans les différentes organisations. Voilà. Et alors, le dernier point que vous mentionniez, là, c'était les tarifs. Alors, strictement parlant, là, les prestations Ségur, elles sont payées par l'État et il y a obligation qu'il n'y ait pas de compensation financière par le client. Maintenant, nous, on n'a pas et on ne souhaite pas, par ailleurs, faire des grands dispositifs d'encadrement de l'ensemble des prix. Par contre, nous, on sera toujours aux côtés de la stimulation de la concurrence qui, on l'espère, fait en sorte qu'il y ait le juste prix qui soit payé, ni trop haut ni trop bas dans les deux sens, par les clients. Nous, en gros, on pense que c'est la concurrence qui est le meilleur régulateur de ces phénomènes-là, et y compris faciliter aussi passer d'un éditeur à un autre. On sait que c'est très difficile parfois dans certains métiers aujourd'hui, et plus que la concurrence, c'est souvent ça qui freine aujourd'hui. Donc, c'est un de nos enjeux qui n'est pas simple. On ne sait pas vraiment, il n'y a pas une réponse en 15 secondes là à cette capacité à changer d'éditeur. Mais en tout cas, nous, on souhaite que voilà, cette concurrence soit saine et toujours possible dans les années à venir. Voilà, écoutez, on a passé pas mal de temps là sur les questions. Il y a peut-être. Ce que je vous propose, c'est qu'on mettra, comme d'habitude, vous aurez en ligne le support et puis le replay pour ceux qui souhaiteraient revisionner les échanges de ce matin. On rajoutera peut-être un petit document Word avec les questions-réponses. Les questions-réponses là. Comme ça, que tout le monde ait une trace. Des fois, oralement, on va un peu vite, donc ça nous permettra d'avoir le petit document. On le mettra à disposition sur les mêmes modalités. Merci à tous ceux qui sont restés au-delà de l'horaire prévu. Ouais, merci beaucoup. Très bon après-midi à tous et puis à bientôt pour beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup. À très vite, au revoir.